Nous étions jeunes quand je t'ai vu pour la première fois. Je ferme les yeux et je plonge dans mes souvenirs. J'y suis, sur le balcon, bercé par la bise d'été. Je vois les lumières, la fête, les robes de bal. Je te vois dans la foule, je te salue. J'étais loin d'imaginer que tu étais mon Roméo. Tu lances des cailloux à ma fenêtre pendant que mon père crie « Ne t'approche pas de Juliette !» Je pleure en dévalant l'escalier, te suppliant de ne pas partir. Roméo, emmène-moi dans un coin tranquille, je t'attendrai, nous n'aurons qu'à fuir. Tu seras mon prince, je serai ta princesse. It's a love story, baby, just say yes. Épouse-moi Juliette, tu ne seras plus jamais seule. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime. J'ai parlé à ton père, choisis ta robe de fête. It's a love story, baby, just say yes. Salut. Salut. Bonsoir. Eh oui, c'est Noël. Oh, c'est Noël. L'horreur du dimanche plonge dans l'océan de vacuité Twilight. On se complaît dans la facilité comme des petits cochons dans de la fange. C'était difficile, mais pour mener cette entreprise difficile à bien, on s'y est collé à plusieurs, on s'est serré les coudes. Et donc, ce soir, on est tous les quatre. Donc, il y a Léo qui est là. Salut Léo, ça va ? Salut, ça va très bien. J'ai récupéré ma voix depuis l'année. Et oui, et tu parles normalement. Camille, salut Camille, ça va ? Salut, ça va. Je me remets petit à petit. Et Lola, ça va ? Bonsoir. Et oui. Ah ouais. Lola, elle fait son intro maintenant, c'est comme ça, sans limite. C'est son perso, c'est un mélange entre Maïté, on sait pas trop. La vraie star de l'émission, tout le monde se l'arrache, tout le monde le désire, tout le monde le veut. C'est un peu la Bella du podcast. Ah oui. Bristen Stewart. Salut, Brice. Ça va, Brice ? Eh ben oui, ça va. Merci. L'horreur du dimanche, épisode 17, c'est maintenant, c'est parti. C'est une spéciale Twilight et donc on va commencer dans l'ordre chronologique par le premier film. Et qui c'est qui s'y colle ? C'est moi. C'est Camille, je cherchais, Camille, donc tu vas nous parler de Twilight. C'est quoi déjà le titre Fascination. En français ? Fascination. There's no way, he's so skinny. Doesn't make sense. Totally. Who are they? The Cullens. They're Dr. and Mrs. Cullens' foster kids. They moved down here from Alaska like a few years ago. They kind of keep to themselves. Yeah, because they're all together. Like, together. The blonde girl, that's Rosalie, and the big dark-haired guy, Emmett, they're like a thing. I'm not even sure that's legal. Jess, they're not actually related. Yeah, but they live together. It's weird. And, okay, the little dark-haired girl's Alice. She's really weird. And, she's with Jasper, the blonde one who looks like he's in pain. Dr. Collins, like this foster dad / matchmaker. Maybe he'll adopt me. Who's he? That's Edward Cullen. He's totally gorgeous, obviously. But apparently nobody here is good enough for him. Like I care, you know? So, yeah. Seriously, like, don't waste your time. I wasn't planning on it. Voilà. Si vous en doutiez, on est vraiment aux États-Unis. Like, obviously. Yeah. Beaucoup de vocal frying. Ouais. Ah bah oui. Yeah. T'as failli t'étouffer avec ta pizza, Léo. C'est pas très poli, je couche pas. Alors oui, donc c'est moi qui parle, qui ai la chance d'ouvrir le bal. Ah bah, et Le quel bal bal de promo. Ouais. Sur cette série absolument incroyable qui est de Twilight Saga. Ouais, bah, il fallait au moins l'appeler Saga, quoi. Ouais. Alors, le premier épisode est sorti en 2008 sur nos écrans et a été réalisé par Catherine Hardwicke.
Alors, vu que j'ai bien fait mon travail, j'ai quand même écouté un podcast de 50 minutes où elle parle de Twilight. OMG. En plus de le voir, j'entends. Ouais, mais bon, tu vois, c'est à peu près. Je pense que c'est la seule réal pour laquelle, enfin, de la saga pour laquelle cet effort était faisable, parce que je pense que pour les suivants, il y avait plus compliqué. Ouais. Je résume très rapidement le propos pour les quelques personnes qui n'auraient pas vu Twilight ou qui ne sauraient pas du tout de quoi on parle. Donc, l'idée là, du premier film, c'est qu'en fait, donc c'est basé sur une saga de livres écrits par Stephenie Meyer, qui a rencontré un grand succès et qui narre l'histoire de Bella Swan, Isabella, mais qui insiste pour qu'on l'appelle Bella, qui vient de Californie et qui déménage pour vivre avec son père à Fox. Fourchette. Oui, Fourchette. Tu m'as volé ma blague. Fourchette, qui est donc la ville où apparemment il y a un niveau de pluviométrie immense. On n'est pas très loin de Seattle. C'est une vraie ville, ouais, j'ai vérifié. Moi, j'ai pas vérifié. C'est vraiment la Avec des frontière vrais vampires. canadienne. Ouais. C'est pas très loin de l'île de Vancouver. Je pense qu'ils doivent se taper mais des quarts de touristes H24 Ouais. pour faire le Twilight Tour, c'est sympa. Des pèlerins, ouais. J'aimerais bien qu'on fasse ça. Financez-nous. Des gens en Bermuda torse nu qui débarquent dans la ville et tout. En vrai, on mérite. Du coup, donc Bella va rejoindre son père, qui est chef de la police, ni plus ni moins. Et Bella est une adolescente de 17 ans, sympathique, un peu timide, qui est assez douée en cours et qui arrive dans ce lycée où elle se fait des nouveaux amis. La scène qu'on vient d'entendre, c'est donc Bella qui est introduite auprès d'une famille un peu particulière qui est dans ce lycée, les Cullen. Ouais. Les Cullen sont tous des mannequins, ont l'air d'avoir 35 ans au milieu des gens qui en ont 16. Mais ils sont très beaux et comme vous avez pu l'entendre... Des lèvres très bien dessinées. Oui, alors on ne sait pas si c'est du rouge à lèvres ou de la gingivite à ce niveau-là, parce que vraiment, ils ont tous les lèvres rouges sang. Mais bon, c'est un peu sexy quand même. Ah ouais. Surtout quand ils se les mordillent. Exactement. Et donc, dans cette famille, il y a celui qui nous intéresse le plus, c'est Edward. Et Bella et Edward vont se rencontrer, avoir une relation. Et elle va se rendre compte que Edward n'est pas un simple humain, c'est aussi un vampire. Il a un secret. Voilà. Alors, on rentre directement dans le dur du sujet. Moi, j'ai un peu, donc, comme je vous disais, écouté des trucs sur la production. Ouais, parce qu'en fait, c'est assez... Digué, ouais. En fait, c'est assez intéressant parce que c'est quand même un phénomène... pas de société, mais un phénomène culturel, ce qui s'est passé avec Twilight, parce qu'en gros, c'est vraiment un film qui a été commandé, une saga de films qui ont été commandés par Summit Entertainment, qui, voyant que ça marchait bien au niveau des bouquins, s'est dit, tiens, on va faire un truc un peu pour les femmes, en fait, ça cible les jeunes filles en fleurs, parce que c'est vraiment une histoire d'amour complètement... un peu premier degré, très fantasmé sur un premier amour qui prend toute la place, passionnel, etc. Je pense qu'on aura le temps d'en parler ensemble. Ouais. Et donc, Summit met un peu d'argent et se dit, on va demander à une réalisatrice, donc Catherine Hardwicke, de réaliser ce premier opus. Catherine Hardwicke, c'est une réalisatrice qui est connue pour... moi, je trouve 2 films en particulier. 13, qui est quand même un film cool. Hyper cool, enfin, film d'adolescent, etc. Et Les Seigneurs du Dogtown, qui parle des débuts du skateboard. Exactement. Et c'est pas anodin, parce qu'en fait, c'est elle qui s'occupe notamment de gérer le casting. Et elle va quand même trouver 2 acteurs qui sont... maintenant des méga stars, Robert Pattinson qui fait Edward et Kristen Stewart qui interprète Bella. Kristen Stewart qui à l'époque est en fait une actrice qui a joué un peu avant dans le film de Sean Penn, Into the Wild. Et en fait, Sean Penn avait pris Emile Hirsch dans son film. C'est la gamine dans le camp de... Oui, la blonde. Ouais. Exactement. Et en fait, donc Catherine Hardwicke raconte que en fait, Sean Penn avait pris l'acteur principal, un des acteurs principaux des Seigneurs du Dogtown pour jouer dans Into the Wild, donc Emile Hirsch. Et donc il avait invité un peu par politesse Catherine Hardwicke à venir à la première projo du film. Et elle voit Kristen Stewart à ce moment-là dans le film et elle se dit, c'est elle que je veux pour faire Bella.
Donc elle va lui demander de participer à ce truc, sachant que cette actrice à ce moment-là, ce film, plus de respect. Écoutez, ça fait 2 semaines qu'on regarde en boucle les 5 films. Ouais, on peut dire ce truc. On est à fleur de peau là. Et donc Kristen Stewart, à l'époque, elle a 18 ans. C'est quand même une actrice qui a joué depuis qu'elle est très jeune, parce quand elle avait 11 ans, elle joue dans Panic Room avec Jodie Foster. Moi, je croyais que c'était ça qu'il avait fait. Tu vois, qu'il l'avait branché sur Twilight, quoi. Ouais, non, c'est vraiment Into the Wild. Et Catherine Hardwicke, elle raconte que là, le studio est très emballé parce que elle correspond bien à Bella, quoi. Pour Robert Pattinson, c'est un peu plus compliqué parce que lui, c'est un acteur donc anglais, et à la base, ça faisait 4 ans qu'il avait participé à Harry Potter 4, dans lequel il joue, je sais plus quoi, Cédric Diggory. Ouais. Voilà. Mais ça faisait quand même 4 ans. Lui, il a 22 ans, donc c'est vrai que c'était un peu le moment pour lui de prendre un nouvel élan dans sa carrière, et notamment aux États-Unis. Et elle raconte que en fait, le studio était tellement pingre qu'à l'époque, c'est lui qui a dû payer son billet d'avion pour venir aux États-Unis passer le casting, et qu'il a dormi sur son canapé à elle. Et qu'en fait, c'est au moment des essais entre Kristen Stewart et Robert Pattinson qu'elle se dit, c'est bon, j'ai mon couple. Pour le 3e personnage dont on aura l'occasion de parler un peu plus, qui s'appelle Jacob, qui est le meilleur copain de Bella. Je mets énormément de guillemets avec mes doigts, comme une boumeuse quand je dis ça, parce qu'il n'a pas vraiment un comportement amical. Donc Jacob, c'est Taylor, il est interprété par Taylor Lautner, qui lui est un acteur qui a aussi joué enfant. Dans des films un peu pour gamins, etc. Et en fait, elle explique que pour ce personnage, elle voulait quelqu'un qui soit natif américain. Elle a fait passer pas mal de casting et tout, mais elle trouvait pas, en fait, de jeunes acteurs de cet âge qui aient quand même des capacités d'acting suffisantes. Donc, elle s'est tournée vers cet acteur-là, qui à l'époque a 16 ans, donc a vraiment l'âge de son personnage, et tout jeune, et qui a des origines un peu lointaines. Portugaise. Native américaine. Ah putain, parce que sinon, je pensais qu'il n'était pas du tout d'origine native américaine. Et en fait, c'est vraiment au niveau de sa grand-mère, machin. Enfin, c'est pour le storytelling, parce qu'en vrai, il a des origines, je crois, hollandaises et françaises. Ah bon ? C'est vrai. Ouais. C'est un de chez nous. Non, mais dis donc. Chez nous. Taylor. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire d'autre sur la production, c'est un truc quand même assez intéressant, je trouve, c'est au niveau des budgets. Parce qu'en fait, le film, au début, il est financé à hauteur de moins de 40 millions de dollars. Ce qui n'est pas énorme du tout. Non, c'est pas énorme pour pour une franchise, quoi. Exactement. Et en plus, je crois que dans ce budget-là, il faut compter la promotion, etc. Enfin, vraiment. Donc en fait, c'est pas énorme. Donc 40 millions, mais il faut comprendre qu'à l'époque, donc le segment un peu jeune fille en fleurs, on va dire, n'est pas considéré comme un secteur porteur économiquement. Non, cette phrase. Oui. Mais... Écoute. C'est Catherine qui le dit dans ce podcast. Et donc Catherine, donc elle dit ça, et en fait, elle explique que par exemple, l'exemple juste avant de Twilight, c'est les 4 filles et un jean. Ah, je sais pas si ça vous dit un truc. Bon, c'est une histoire avec 4 meufs qui se passent en jean. C'est un peu dégueulasse. D'accord. Léo, tu fais ça avec tes potes aussi. C'est vrai que Brice m'a déjà prêté des pantalons et des slips. Bah voilà. Voilà. On parlera de ce film un autre jour, peut-être. Ou peut-être pas. Et donc, en fait, ce film n'avait pas du tout ramené d'argent, quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils sont partis sur quelque chose d'assez modeste. Et elle explique que 2 semaines avant le début du tournage, on lui demande quand même de couper de 4 millions son budget. Ce qui fait qu'elle doit faire des économies et tout ça. Ce qui explique des choix esthétiques assez forts dans le premier opus, avec ces espèces de couleurs bleues. Il y a un filtre bleu dans tout le film. Préparez-vous. C'est pas votre télé qui déconne. Non, c'est vraiment un choix éditorial. C'est l'étalonnage. Et puis elle n'a pas payé de maquilleur non plus. Alors, elle a payé des maquilleurs qui, manifestement, étaient en stage, mettent la tête des acteurs dans le poudrier et les retournent en leur disant ça va le faire. C'est peut-être aussi des gens qui font le catering et qui font le pain, je ne sais pas. Mais c'est lunaire parce qu'effectivement, tout le monde a une peau blanche. Tu vas nous parler des wigs et des perruques aussi, Camille. Alors, c'est vrai qu'on a eu la chance de faire une projection tous les 4 ensemble, avec un petit peu d'alcool. Bah, vous l'entendez et vous l'entendrez. On passera peut-être des Peut-être.
si je signe une décharge. Valide le montage. Quelle horreur! Qu'est-ce qu'elle porte? Qu'est-ce qu'elle porte, elle aussi? Ah, mais lui, son cardigan! Et elle a un fair-tête, mais vraiment, c'est beaucoup plus son gros cerveau. Qu'est-ce qu'elle porte? Des gants au-dessus du menton! Parce qu'effectivement, j'ai un peu fixé pendant tout le film sur le hair and make-up, qui est dramatique. Il porte que des certains. Enfin, c'est vraiment, je sais pas, c'est un rêve adolescent des années 2000 quoi. Ouais. C'est assez bizarre. Et donc voilà. Et alors, le film ramène énormément d'argent à sa sortie, 400 millions de dollars de recettes. Ouf, fois 10. Une sacrée plus-value, j'ai envie de vous dire. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, alors sinon, parce que quand même c'est un film un peu bizarre parce que les rôles sont très étranges. Enfin, Bella, donc c'est une espèce de personnage qui en fait est fascinée, n'existe que parce qu'elle est fascinée, et l'autre, Edward, lui, n'existe que parce qu'il est fascinant, en fait. C'est d'où le titre. Un rapport... Voilà, c'est cohérent. Wow. C'est un rapport d'attraction qui est un peu compliqué, je pense, à mettre en image. Et ce qui fait que le film est un peu chiant. Soyons honnêtes. Ouais, c'est un enfer. Hein. L'intrigue est très diluée, quoi. Enfin, oui, le premier opus, c'est en fait une fille qui rencontre un garçon et en fait, elle a l'impression que le garçon le déteste. Enfin, la déteste parce qu'effectivement, Edward, au moment où ils se rencontrent, a envie de vomir. Littéralement envie de vomir en cours de SVT. Ou de la bouffer. Enfin, je crois que c'est ça que c'est censé vouloir dire. C'est une espèce d'attraction-répulsion, mais qui n'est pas très. L'image, la scène où elle se sent les cheveux parce qu'elle a l'impression de puer. C'est ridicule. Parce qu'il fait une grimace comme s'il allait gerber. Oui. Et puis il change d'attitude. Enfin, c'est vrai que c'est un personnage qui a, on va dire, mal vieilli, mais je pense que même à l'époque il était problématique parce que, enfin, moi je trouve qu'il est un peu dangereux, Edward Cullen. Enfin, il change d'avis comme de chemise. Un jour il ne lui parle pas, le lendemain il a très envie de savoir qui c'est. Ah oui, il lui fait un truc de chaud-froid, de gros connard, quoi. Exactement. Mais ça c'est une thématique pire de plusieurs films, Ice and Fire. Ouais. Qui aime bien ça sera encore plus évident dans le deuxième. Et on parlait d'Edward, mais moi je trouve que le personnage de Bella, c'est aussi un peu, c'est un peu le truc du fantasme. Alors je le cite parce qu'il y a le podcast Ami IES qui a également fait un épisode de visionnage de débrief de visionnage de la saga Twilight, et ils en parlent beaucoup, elles en parlent beaucoup, et effectivement c'est un truc qui est très tangible dans le film, c'est que le personnage de Bella, c'est quand même un peu ce fantasme de la meuf un peu nobody, que personne ne regarde, qui est pas censée être belle mais qui en fait l'est, et qui en fait se découvre au travers du regard d'un mec, quoi. Enfin, tu vois, ça c'est quand même c'est quand même un truc. Il y a que ça après en plus, quoi. Ouais. Donc Oui, parce qu'en fait, elle a envie de percer le mystère de pourquoi est-ce qu'il la déteste, alors que quelqu'un qui se comporte pas bien avec vous, vous n'êtes pas obligé de vous intéresser à lui. C'est possible de tourner le dos, sachant qu'en plus il y a d'autres garçons qui la draguent, parce que manifestement dans ce lycée. Bon, je ne sais pas, c'est une petite ville sans doute dans laquelle les gens se voient depuis qu'ils sont. Mais ils sont tous frères et sœurs. Ah oui. Non mais déjà les Cullen, oui. Ça, j'aimerais bien qu'on en parle un peu, parce que dans la scène dont on a passé un extrait, moi je trouve qu'il y a quand même un truc très bizarre. C'est donc pour situer pour les gens qui n'ont pas vu, donc les Cullen sont tous des vampires, hein, et ils vivent auprès de Carlisle et Esme, qui jouent en fait les parents. Mais évidemment les vampires ne vieillissent pas, donc ils ont l'air d'être un peu les grands frères et grandes sœurs. Ils ont 10 ans de plus qu'eux. Exactement. Et en fait, sinon, les enfants, en fait, Carlisle et Esme ont adopté, entre grosses guillemets, des jeunes vampires, qui traitent comme leurs enfants. En fait. Oui, mais sauf que le problème, c'est que les enfants sortent entre eux. Donc moi, je trouve que dès le début, il y a un truc. Et d'ailleurs, il y a le personnage de Anna Kendrick qui joue Jessica, qui joue vraiment la copine. Débile. Qui en tout cas est haïe par Bella. Enfin, c'est-à-dire qu'on la retrouve au fur et à mesure de la saga, mais c'est juste quand Bella n'est pas avec Edward qu'elle se retourne vers Jessica pour aller au cinéma, faire du shopping, des trucs de filles, quoi. Elle traite globalement son entourage hyper mal. Hyper mal, Hyper mal.
Et du coup, Jessica dit dans cet extrait, ouais, mais c'est un peu bizarre parce qu'ils vivent ensemble. Et je suis d'accord. C'est pas parce qu'on n'est pas liés par le sang que ce n'est pas un climat incestueux qui s'installe entre eux, quoi. Et effectivement, donc là, ils ont constitué des couples, évidemment hétérosexuels, sinon. Il y aura que ça pendant tous les autres films, hein, on vous prévient. Voilà. Spoiler alert, c'est pas très queer. Ouais, non, c'est pas très queer et c'est pas très clair non plus. Moi, j'ai pas bien compris les règles. Règles du vampirisme du début qu'on essaye de t'expliquer. Donc les vampires peuvent sortir à la lumière, ça les fait scintiller, mais pas tout le temps, c'est ça Alors, effectivement, parce que oui, effectivement, il y a quand même un moment très drôle du film, c'est le moment où Bella, après avoir fait des recherches sur Google, se rend compte qu'effectivement, Edward est potentiellement un vampire, et donc c'est elle qui l'invite à aller dans les bois, donc s'enfoncer dans la forêt où il n'y a personne, pour lui dire, en fait, je pense que toi, tu bouffes des humains. Donc cette femme a vraiment un niveau de merde, ouais. Un niveau de sauvegarde, enfin, je sais pas, personnel qui est pas très haut, quoi, tu vois. Bon, heureusement qu'elle ne vient pas à Paris, elle pourrait se faire voler dans le métro parisien, on ne sait pas, très rapidement. Mais bon, c'est Pascal Praud là. Non. C'est peut-être lui au scénario, on ne sait pas. Peut-être. Et donc effectivement, pendant cette scène, il lui dit quelques règles. Évidemment, les classiques, hein, le vampire ne dort pas, le vampire se nourrit de sang, mais dans le cas des Cullen, c'est un peu différent. Ils sont végétariens. Ils mangent. J'avais pas compris moi ça. Mais ils mangent que des animaux. Il dit on se considère comme végétarien. Mais pourquoi? Parce qu'ils mangent des animaux. Parce qu'ils mangent pas d'humains. Mais ça n'a. Ah, waouh. Ah oui, mais t'as rien capté. Mais j'avais pas non, j'ai pas compris. Tu pensais qu'il allait becter genre des salades, des gens à côté. Non. J'ai pas compris. Donc il mange des animaux, machin, mais il mange pas d'humains, donc c'est moins grave. C'est pas très antispéciste, hein, mais voilà. Et donc il y a cette règle. Il y a aussi la règle effectivement, quand on est devant un miroir, on ne voit pas son reflet, je crois qu'il y a ça. Ah bon Il me semble. Non, parce qu'ils se prennent en photo. Ouais, ils se font des photos. C'est ce que j'allais dire, ces règles classiques. Je sais pas bien comment ça non plus. Parce que dans le 2, dans le rêve, elle ne le voit pas, je crois. Je crois qu'ils ont pas compris. Oui, vous avez raison. À ta décharge, c'est pas du tout clair. C'est mais... pas clair. Et d'ailleurs, c'est les vampires qui n'ont pas l'air d'avoir peur de l'ail non plus. Cette règle un peu classique. Il y a crucifix dans le film. Ni des crucifix, parce ni de l'argent. Ils sont quand même extrêmement cathos. Hein, il n'y a pas d'eau bénite. Non. Il n'y a pas le délire autour de l'argent et tout ça. Les pieux en bois. Ouais. Non, il y a rien. Le cœur, le pieu dans le de toute façon, la lumière, ça leur fait rien à part les faire briller. Voilà. Normalement, le truc, c'est quand même quand ils sont face au soleil, en fait, il faut pas qu'ils y aillent parce que sinon, on se rend compte qu'ils sont supérieurs à nous parce qu'ils se mettent à briller comme s'ils étaient enduits par de la poudre de diamant. Non mais c'est n'importe quoi parce que quand même le vampire il brûle en fait. C'est le b.a.-ba du vampire. Non là il brille. Ouais mais c'est de la merde. C'est Vampire 101. En fait ça le rend encore plus désirable. Mais c'est pas du tout désirable. Alors ils ont très froid. Il y a aussi, je veux dire, ils sont très froids en fait. Ils sont vraiment à 100 froid. Ouais. En fait ils sont de glace un peu quoi. Exactement. Et ils ont aussi un truc, c'est qu'ils vont très vite quand ils courent. Ça, les bruitages sont goldés. Ils ont accéléré les petits bruits de pas quand ils courent là, c'est génial. Moi, et puis les scènes où ils montent aux arbres, tu sais, comme un écureuil un peu, tu sais, c'est ridicule. Non mais moi ce que je trouve très problématique, ce sont des prédateurs. Et je me suis fait la réflexion à la fin seulement du 4e, c'est que ils ont pas de putain de crocs. Oui. Ah oui, c'est vrai. Et franchement, d'où ils mordent en fait. Avec leurs dents. Non, mais toi, t'as déjà essayé de mordre quelqu'un comme ça? Ouais, quand j'étais petit, j'ai mordu. Désolé, d'ailleurs, Florent, si tu nous écoutes, je m'excuse. Mais... Porte plainte, il est encore temps. Non, mais attends, tu peux pas faire des trous dans. Enfin, tu vois, c'est pas possible. Enfin, je sais pas, c'est pareil, c'est la base du vampire. T'as des crocs, quoi. Enfin, t'as tes canines. Là, il y a pas. Non, mais en fait, elle en a fait des espèces de super modèles qui ont un seul problème, c'est qu'ils sont très livides. Ils ont parfois les yeux rouges, parfois les yeux avec des lentilles qui leur donnent un air un peu allumé. Alors ça, est-ce que quelqu'un a compris cette histoire des yeux dorés et des yeux c'est les clans rouges. En fait, je crois. Ou c'est les newborns. Non, c'est les newborns. Quand ils se nourrissent avec du sang humain, ils ont les yeux rouges. Quand ils se nourrissent pas avec du sang humain, ils ont les yeux ambre. Je pensais que c'était les clans, ils avaient des yeux différents et tout. Bah non, ils ont tous les yeux rouges. Ah ouais. Non, t'as vu de la complexité là où en il y en fait, avait... les VG ont les yeux noisettes et les pas VG ont les yeux rouges. Les gens qui n'ont jamais vu Twilight.
Et donc, pour progresser dans le scénario, parce que bon, il y en a quand même un. Le film dure 2h10. Si ténu soit-il, il y a quand même un scénario. Et donc, Bella découvre effectivement qu'Edward est un vampire. Elle l'accepte totalement et elle a un petit peu envie d'en faire partie quand même. Enfin, elle a un peu envie d'en être. Surtout, elle a envie, en tout cas, de faire progresser sa relation sentimentale, affective et physique avec son mec. Sauf que c'est compliqué parce que Edward lui explique un truc, c'est que lui, il a un don en plus particulier, c'est qu'il arrive à entendre les pensées des gens. C'est chiant, ça. Ça va être l'enfer. Ce qui le rend très désagréable à la base, je pense. Sauf qu'avec elle, c'est différent, en fait. Il n'entend rien. Ouais. Donc, soit elle est complètement débile, soit il y a un truc, manifestement, c'est la deuxième option. La deuxième option, et donc ça l'attire beaucoup. Et en plus, elle sent très bon, elle sent une espèce de fraise. Garrigue. Et donc là, c'est le gloss à la fraise. Là, on rentre effectivement dans la thématique qui va traverser Twilight, c'est-à-dire qu'elle va être la personne, la chose, presque, qui le calme, qui le tempère, qui arrive à le faire... c'est tellement nul. Ben non, mais c'est ça, tu vois. Enfin, c'est vraiment l'enfer, quoi. Elle arrive à lui faire canaliser son désir fou de pas la mordre. Enfin, tu vois, c'est bon, voilà. C'est parce qu'elle est extrêmement soumise aussi. Oui. Donc ça le calme. Ouais, bah écoute. Effectivement, je pense que pour sortir avec Edward Cullen, t'as pas intérêt à trop la ramener parce que c'est quand même un sacré connard. Mais déjà, il a quand même pas trop de limites dans ce qu'il a le droit de faire ou pas. C'est-à-dire en fait, c'est assez bizarre parce que leur relation, en tout cas leur découverte à tous les deux, c'est vraiment comme une espèce d'expérimentation. Moi, j'ai eu l'impression, dans le sens où t'as l'impression qu'il essaye d'avancer un peu les limites pour voir jusqu'où il peut aller sans avoir envie de la becqueter, en fait, tu vois. Donc, genre, est-ce que je peux monter dans ta chambre la nuit quand tu es endormi et en petite culotte. Voilà. Ou est-ce que je vais te trucider dans ton sommeil? Bon, bah, donc il rentre chez elle quand même sans lui demander. Ouais, bien sûr. Elle rêve que de lui. C'est-à-dire que ce subconscient est omnubilé par ce type. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a le moment où ils s'embrassent aussi. Parce que alors là, c'est le sketch. Mais là, c'est magique. Mais là, il vomit aussi à moitié. Non, il lui dit quand même, ne bouge pas, ne fais rien. Ne fais rien. Ouais. Je fais. Ouais, ce et film, j'y vais. c'est une succession de red flags du début à la fin. Et elle est... Désolé, hein. Ouais. Une relation très équilibrée. Vraiment, c'est... Et moi, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé voir ça au Grand Rex quand c'est sorti? Parce que vraiment, mais ça devait être un sketch dans la... oui, parce que c'est quand même... Voilà, dans le premier film, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'elle essaye de montrer aussi le désir, sauf qu'il n'y a jamais d'acte sexuel. Non. Donc, ça ne se passe qu'avec des bouches ouvertes. Oh, les bouches. Ah bah, j'allais y venir. Ah, c'est affreux, les bouches. Il n'y a pas partout, un acteur qui ferme temps. sa bouche. C'est pas possible. Ils ont tous la lip qui pend. Mais les plans sont faits pour diriger ton regard oui. en plus vers soit les yeux, soit la bouche, surtout les bouches. Ouais. Et c'est permanent, il y a toujours un truc qui se passe. Ils font toujours des petites mimiques de bouche, des mordillages, Genre, des dents qui je me mords sortent. la lèvre. C'est... Mais tu disais, tout à l'heure, tu disais un autre terme, je disais soft porn, mais c'est pas ça du coup. Tu disais un autre truc. Oui, non, je disais un autre truc. Attends, c'est quoi ce que j'avais dit? Ah oui, abstinence porn. Voilà. Ah oui, effectivement. Et c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça, j'en reparlerai moi dans le 4. Lola, toi tu disais que tu voulais y venir au truc des bouches, t'avais une tech particulière. Non, mais parce que non, mais ça sera la transition avec le deuxième, mais c'est parce qu'effectivement dans 100% de ce premier opus, les bouches sont ouvertes, et notamment celle de Bella en effet. Ah ouais. Et c'est insupportable. Ouais, c'est très chiant. On comprend pas, ça lui donne un air vraiment... stupide bête, en fait, ouais. la pauvre, enfin tu vois, bon, on comprend qu'elle a pas une vie bon, elle a pas une vie particulièrement compliquée, mais elle a pas non plus une vie de ouf, et c'est vrai que ça lui donne l'air bête, sans compter on ingère des insectes en ayant la bouche ouverte. Je sais plus combien de kilos on mange à l'année, mais elle, ça doit être le double en fait. Au moins le double. On mange l'ami gourmand. Ouais. Et ça y est, il est de retour quoi. C'est quoi son émission à Jamie, tu disais? Épicurieux. Ah, Épicurieux, voilà. Léo l'Épicurieux. Je connais ça, bordel. T'as répondu direct en plus. Ouais. Si je termine juste le synopsis de cet opus pour te passer la parole. Ah bah oui, parce que là le bâton. Donc on a posé les bases d'une relation saine et équilibrée entre deux personnes. Voilà. Exactement.
Et donc, surtout, c'est une relation qui va prendre le pas sur toutes les autres relations que Bella pourrait avoir, c'est-à-dire pas d'autres amis, pas d'autres... Même le papa, rien qui perturbe, la oui, maman, pas de parents, voilà. Le truc, c'est que Bella, elle adore les vampires, donc à un moment donné, ils vont jouer au baseball. Et alors, cette scène, elle est d'anthologie. Je vous la conseille parce que je pense que c'est la meilleure de toute la saga. C'est ce qui a fait connaître Muse. C'est kitsch. Bien sûr. C'est très très kitsch. Vraiment, c'est incroyable. Pour le meilleur et pour le pire. Et du coup, arrivent, attirés par le bruit du jeu, d'autres vampires qui, eux, ne sont pas végétariens, du coup, et qui, eux, sont dont un qui est très intéressé, notamment par l'odeur de Bella, et qui va vouloir la bouffer. Donc, du coup, petit problème, parce qu'on n'a pas le droit de manger Bella, parce que c'est pas une humaine comme les autres. En fait, à partir de là, ça commence l'autre ligne de scénario, un peu plus fantastique, un peu plus la bagarre, un peu plus mais un peu nul. Ouais. Et dans le premier opus, le méchant qui veut bouffer Bella est tué. Je spoil. Voilà. Et tué. Le problème, c'est qu'il y avait une petite copine qui était rousse et jalouse. Voilà, exactement. Voilà. Et le numéro 1 finit avec le prom, parce qu'on est quand même aux États-Unis et il faut quand même que Bella, même si elle s'est fait casser tout le corps par les vampires, aille danser en robe de bal sous un kiosque moche. Elle a quand même un legging immonde. C'est ouais. Mais on sent la mode. Ne lancez pas là-dessus. Le film est rempli de fashion faux pas. Mais moi j'adore l'esthétique des années 2000 et j'ai été servi. Régalez-vous. Mais toi, tu mets des leggings très souvent. Mais moi, j'aime bien Lolita malgré moi, mais j'aime pas ça. Que je mets pour faire de la randonnée principalement. Mais ça galbe beaucoup. Et tu le mets sous un pantalon? Non, tu mets ça en pleine nature. Comme ça, sans t-shirt. Le fessier. Le fessier galbé. Je pense que c'est le moment d'aller sur le deuxième opus où il y aura un autre fessier galbé. Alors, c'est celui de Léo. Je tiens à préciser pour les auditeurs qu'il est très difficile de tenir un épisode structuré autour de la saga Twilight puisque le scénario est quand même extrêmement décousu, donc on ne peut pas s'appuyer sur l'axe scénaristique pour parler des films, puisque en fait chaque intervention sur le film durerait 40 secondes si on faisait que ça. Surtout pour un podcast d'horreur. Voilà. Oui, parce que où est l'horreur? Ça fait peur. Ah bah l'horreur, elle est clairement dans la relation. J'allais dire dans la relation entre Edouard et Bella, mais non. Mais non, Camille est attachée plus. C'est notre Christina Cordula de la soirée. Non mais oui, c'est défilé de serre-tête et compagnie là. On n'en a pas parlé, mais vous en entendrez parler peut-être plus tard. Il y a juste un personnage dont on n'a pas parlé. Tu l'as présenté, mais il intervient de manière anecdotique dans le premier, mais il sera au premier plan. Dans le second, c'est le personnage de Jacob, donc qui dans le premier, je crois qu'on le voit juste apparaître. Il a juste une wig. C'est le boy next door en fait. Voilà, c'est l'ami de la famille. Quoi. Voilà, tout simplement. Et donc Lola, du coup, Edouard et Bella dansent au prom sous un kiosque. On s'arrête là et tu embrayes sur le 2, c'est ça toi? Oui, Twilight chapitre 2, Tentation. You just don't belong in my world, Bella. I belong with you. This is the last time you'll ever see me. Please just promise me you won't do anything reckless. It's like a huge hole has been punched through my chest. I know what he did to you, but Bella, I would never, ever do that. There's only one way I know to see him. So, you're an adrenaline junkie now? C'est le moment de Joule du film. Ouais. Avec le cross-volley. Ouais. Donc Tentation, New Moon en anglais, réalisé donc un an après par Chris Weitz. Donc les petits nouveaux dans cet opus, les acteurs, on a Michael Sheen qui joue Arrow, Dakota Fanning quand même, qui joue Jane. Ouais. Jamie Campbell Caius qu'on a vu qui joue Jamie Campbell Bower qui joue Caius Jamie Campbell Caius qu'on a vu dans Sweeney Todd ou dans Les Animaux Fantastiques pour ceux qui ont vu ça. Voilà. Ça parle toujours de la même chose.
Ah bon? Et oui. Sauf que cette fois, effectivement, il y a la tentation. Je disais tout à l'heure pour les tétés de Jacob. En vrai, j'avais écrit pour le torse chaud et huilé de Jacob. Les tétés, c'est mieux. Hein. Voilà, vous choisirez ce que vous préférez. Jacob n'apparaît que très peu avec un t-shirt. Enfin, dans celui-là, dans celui-là, il a encore un t-shirt au début. Ouais, il l'a pas très longtemps, mais bon. Donc vous l'attendiez comme le Messie. Chris Weitz vous a entendu et après avoir fait le sublime American Pie 1, il pond la suite tant attendue de Twilight. Ouais, d'American Pie à Twilight, il n'y a qu'un pas. Donc c'est ici malheureusement que le monde entier s'est scindé en deux groupes. Ah oui. Les fans d'Edward et les fans de Jacob. Ah, c'est clair. Là, la guerre a éclaté. La guerre a éclaté et depuis, le monde ne s'en est toujours pas remis d'ailleurs, je pense. Non, ouais, c'est... moi, je parle clairement pas aux fans de Jacob. Mais... parce que t'es fan d'Edward. Il faut choisir une team. Faut choisir, c'est comme ça. J'ai trop de problèmes avec Jacob. On y reviendra. Donc, dans ce deuxième opus, donc, comme je disais, sorti 1 an après le premier chef-d'œuvre. Donc, pour répondre à Camille, il n'y a pas de réelle amélioration vestimentaire. Hein. Toujours le serre-tête. Non, c'est toujours la cata. Mais je peux juste te dire que Edward est quand même un peu mieux sapé, lui. C'est lui, voilà, ça va à peu près. Arrête, c'est le défilé de la chemise Célio, là, quand même. C'est vrai, mais c'est quand même mieux que... sa première tenue, son blouson, quoi. Non, mais oui, il a une espèce de t-shirt qui colle. Gap, là. Oui. Sachant qu'il est bleu, déjà. C'est vrai que c'est mieux. Non, c'est vrai que c'est mieux. Vous avez raison. J'ai aussi noté une progression pour la bouche de Bella, qui n'est ouverte plus que 90% du temps. Donc, il y a un mieux. Ouais, mais c'est parce que Jacob est moins là, non que Edward est moins là. C'est pour ça, non parce que... Il y a aussi peut-être un mieux pour le make-up. Hein. On voit plus la ligne de démarcation aussi bien qu'avant. On la voit un peu, mais... Donc, fini la tête dans la poudrière. Ouais, oui. En fait, maintenant, ils ont utilisé le petit pinceau pour estomper. Mais vite fait. Ils ont fait 700 millions de dollars de recettes. Donc, il y a un moment donné, ils ont... Oui, mais combien d'argent dépensé dans la poudre? Augmenté. Alors. Ce budget-là, pour le 2, c'est 50 millions. Oh my god. Le budget avec Coiffe Mac un peu au-dessus. Coiffe Mac. Bah ouais, coiffeur maquilleur. Donc, oui, non, ça s'appelle pas comme ça. J'ai le mot normalement dans le milieu, mais ça s'appelle pas Coiffe Mac. Hein. Je tiens à préciser. C'était comme ça qu'on disait dans les années 80, c'est ça? Merde. Donc, ça commence par un drame. Bella fête ses 18 ans. Un an de plus qu'Edward. Moi, ça m'a rendu complètement folle. Ah, ça fait péter un câble. En fait, la scène d'ouverture, qui est la misère. Un peu horrifique. C'est la misère. T'en parles ou Non, vas-y. Parce que la scène d'ouverture, c'est Bella dans un petit champ qui rêve encore d'Edward comme d'habitude. C'est la prairie Twilight. Elle rêve d'Edward, c'est chouette. Et puis arrive une vieille dame. Oh mamie, qu'est-ce que tu fais là, machin? Et ben c'est pas mamie, figurez-vous, c'est Bella qui se voit plus vieille au bras d'Edward, alors que lui ne bougera pas. Donc, mais quel drame. Ça veut dire que déjà elle se reconnaît pas, la meuf. Tu vois, elle voit sa grand-mère. Déjà, c'est psychologiquement t'es là, ça va pas. Non, c'est. Ouais. Et elle a 1 an de plus. Le mec a 109 ans. Donc, c'est ça. Enfin, c'est ça. Voilà, le féminisme est mort dès les premières secondes du Oui, et puis bon, 109 ans, 18 ans, c'est pas fou non plus. Hein. Voilà. Mona Chollet. Bah, c'est ça. Mais après, moi, je fais des rêves un peu comme ça avec Brice et ma grand-mère. Hein. Oui, mais tu rêves de ta grand-mère, tu rêves pas de toi. C'est des rêves érotiques, là, c'est pas la même chose. C'est Noël. C'est un cadeau. L'esprit de Noël, ouais. Merry Christmas. Donc, Noël. 18 ans de Bella, c'est la misère. Il lui dit effectivement, t'inquiète, meuf, j'ai 109 ans. Elle lui dit, ok. Et du coup, il se roule une galoche qui dure 2 heures, parce que quand il lui dit j'ai 109 ans, ça l'émoustille un peu. Quand la galoche se termine, elle a 19 là. Voilà, donc il se suçote la pomme en public. Oh. C'est vraiment sympa. Le lendemain de son anniv, il la largue comme une vieille chaussette, mais c'est le pire des goujats. Là, c'est le chaud-froid de l'extrême. C'est un malade. Non, mais parce qu'elle s'ouvre la main avec un paquet cadeau en même temps. La meuf est hémophile et en plus maladroite. Oui, je passe cette scène avec les vampires où il lui offre des cadeaux et voilà. Et là, il y a Jasper qui lui saute dessus. Enfin, c'est l'enfer. Je veux même pas en parler. Tu vois, j'ai même pas noté parce que c'est vraiment, c'est horrible. Du coup, voilà, elle se fait larguer.
Il lui dit, texto, on l'entend dans l'extrait, c'est la dernière fois que tu me verras. Et la meuf ensuite passe la nuit dans la forêt à faire Edward. Genre, t'as pas capté. Mais après, en fait, il est parti. Après, elle passe des mois chez elle à sa fenêtre aussi. Oui, mais alors ça, je vais en parler. C'est le meilleur non, mais ça, plan. je vais en parler. Voilà. Et donc, voilà, Léo l'a anticipé, mais merveille technique du cinéma. Génial, ça. Le plan Non. ellipse tournicoti-tournicota, que j'ai appelé comme ça. C'est comme ça qu'on dit, je crois, dans Le Voilà. tournicote. Voilà, donc la caméra tourne autour d'elle dans sa chambre, les mois passent, le temps change, ses vêtements à elle non, et le Prozac visiblement ne fait pas du tout effet. Ouais, normalement c'est 2 semaines. Non plus. Normalement c'est 2 semaines le Prozac. Ouais, là, Point positif, ciao le serre-tête. En même temps, elle se lave plus les cheveux, donc elle a plus besoin. Il tient tient tout tout seul. seul. C'est 10 sous. Donc voilà. Finalement, un peu forcée par son père, puisque cette femme a visiblement besoin d'autorité masculine dans tous ses choix, elle va quand même aller traîner avec Jacob. Jacob, on en a parlé avant. Donc là, il va devenir sa nouvelle occupation. que j'ai appelé Jacouille, moi, pendant le... C'est ma fascination pour les visiteurs. Oui. C'est autre chose. C'est un autre épisode. Voilà. J'ai du PTSD, Donc là, grande classe. La colorimétrie du film va changer, passant des tons froids aux teintes un peu plus chaudes. Le six-pack chaud et humide de Jacob va réchauffer l'image et le cœur de Bella aussi, tout en subtilité bien entendu. Ouais, non. On a droit à des moments d'adolescence classiques qu'on a tous vécus. C'est sympa ça. Réparation de bécane, bagarre avec les copains, voilà. Accompagné de musique très impactante et pertinente. On a du Bon Iver, Likely, Tom York. C'est peut-être la meilleure BO des 4. Ah ouais, il y a du Bon Iver, du... écoute, Ouais, franchement, j'étais en train de dormir, j'ai pas... Non, franchement, c'est pas si horrible. Et là, la suite, vous la connaissez. Jake, comme il l'appelle, Jacob, c'est un loup-garou. Donc, il chasse les vampires, dont la fameuse Victoria, dont on a parlé plus tôt. Et voilà, Victoria qui C'est la veut méchante. tuer Bella. En fait, ouais, c'est la petite copine du mec qui mort. s'est fait tuer dans le Voilà. premier. Voilà, Du coup, un elle est des pas- elle est pas membres contente. du groupe des Black Eyed Peas qu'on a vu dans le premier. Will.i.am. C'est Will.i.am. Non, Une James, femme c'est pas Ah Will. non, grosse, pardon, c'est pas Will.i.am. le démon, quoi. Oui. Voilà. Voilà, donc pendant ce temps, le Prozac agit toujours pas top, et Bella saute d'une falaise pour provoquer Edouard. Ouais. On comprend pas cette Parce scène. qu'en fait, elle se rend compte. C'est ça qui est Que quand quand même elle fou. frôle la mort... Voilà, quand elle se met en danger, en fait, c'est pas sa conscience qui lui parle, c'est Edward qui apparaît Non, mais dans un Edward nuage de qui fumée. lui interdit de faire des Qui trucs. lui dit quand même. Fais Don't pas ça. go there. C'est Alors pas que bien. Elle fait bien ce qu'elle veut. Enfin, je veux dire, le Ouais, mec non, l'a mais- largué comme une grosse merde au milieu de la forêt. Enfin, Mais laisse-la il tranquille. revient quand même pour lui interdire de faire des trucs. Ah oui. Il revient pour l'intérieur de faire des trucs quand elle fait des tentatives de suicide. Non. C'est vraiment... Non, elle va Quand voir elle des monte, bikers. elle monte sur la Ah oui, moto d'un oui, vieux il y a ça, biker qui ouais, a ouais. l'air hyper gentil, tu sais. Ouais. Enfin, C'est vrai qu'ils ont essayé de le C'est rendre vrai qu'il a méchant, l'air il a pas sympa. l'air Le mec qui a méchant. l'air du sympa, tout. il a juste un cuir, tu sais. Donc voilà, elle saute de cette falaise, Jacob la sauve, évidemment, mais cette meuf n'arrête jamais de faire la petite chose fragile. De faire la petite Ouais. chose fragile. Elle fait tout pour qu'on la sauve. Déjà, elle sait pas marcher plus de 2 minutes sans trébucher sur un caillou. Il y a pas un plan où elle est pas en mode bah Mamaléole. Allez. Elle est tendon Tu fragile. vois, elle est vieille en fait. Le moment vieille. où elle commence à faire de la moto avec Jacob et que elle tombe. Parce qu'évidemment, elle fait de la moto sans casque, donc les dangers. Non, et puis personne ne sait faire de la moto comme ça en 2 oui, secondes. elle s'ouvre le crâne. Mais la chute a l'air de évidemment. faire mal par contre. Pour Oui, le oui, coup. elle s'ouvre le Ouais. crâne et là, moi j'adore parce que Jacob arrive et il déchire son enlève. Non, il le déchire, il l'enlève. Ah ouais, c'est- Ouais. Il enlève son t-shirt pour lui faire un- tamponner le Ah oui, oui, front. non, mais et ça, les c'est lèvres. fantastique. Mais Et attends, mais si il elle a- s'ouvre la lèvre, c'est le pantalon qui passe. En plus, il l'enlève genre en mode en une seconde quoi. J'adore. Ah bah ça c'est un vrai pote. Parler aussi parce qu'elle a toute une correspondance avec une meuf virtuelle qui n'existe plus, Alice, où elle Oui. continue de lui envoyer des Elle mails en envoie voix des off mails. aussi. C'est Elle envoie des génial mails. ça. Oui, ça c'est super. Chère Alice, Alors qu'elle se reçoit le message de Google, tu ce vois, de correspondant n'est Gmail. plus disponible. Et la meuf fait... Non mais t'es là, mais what? Arrête. Ça n'arrivera jamais. Moi, je pense que la véritable horreur dans ce film, c'est finalement la friendzone de l'enfer dans laquelle le gentil Jacob est coincé. Alors, il est gentil dans celui-là. Après, bon. Ouais, ouais. Mais là, Ah, je vous en c'est parlerai. vraiment, elle passe vraiment pour une Heartless Cold Bitch, tu vois. Enfin, c'est vraiment ça. Et encore une fois, par un procédé. Donc après, il se passe rien. Donc je vais pas en parler. Mais ouais, attends, il se Mais- passe quoi dans celui-là? Je ne sais pas, mais Elle va moi, en Italie. voilà. Il y a les Volturi. Et c'est mais il y a ça. les Volturi. Et c'est le procédé scénaristique
de malade qui est inspiré de Shakespeare. Voilà, parce qu'on a un petit extrait de Roméo et Juliette au début. Thomas on a fait allusion dans son introduction. Mais voilà, Edward pense que Bella est morte. Donc lui aussi veut mourir. Mais alors pourquoi il s'est barré ? Parce que c'était pour la protéger. Parce que Jasper a essayé de la bouffer à son anniversaire. Et oui, et puis ils commencent à être en danger parce que les gens se rendent compte que. Mais ça, c'est leur délire chelou aussi. Ils kiffent être des ados. Ils ont 110 ans, 150 ans. Mais ça fait genre 20 ans qu'ils se font passer pour des ados au lycée, tu vois. Ah oui. Et du coup, là, ils se font cramer un peu. Donc mais ça a rien à voir. Non, ça, c'est dans le 4. Ouais. Non, mais attends. Non, mais oui. Non, mais tu soulèves un point très intéressant sur lequel je voudrais revenir juste après. On va pas trop interrompre Lola parce que c'est difficile de tenir, le scénario. le scénario de Twilight. Je suis perdu déjà. Mais putain, comment ça se fait que ces mecs arrivent à être en première toute leur life? Il y a personne qui se dit genre c'est chelou, tu vois. Les services publics sont à chier aux États-Unis. Ouais, mais là, ils passent au moins plusieurs années scolaires au même endroit. Ils font 3 ans, ils font seconde, première, terminale. Ah, et ouais, vu qu'ils ont l'air d'avoir 35 ans tout le temps. Mais tu sais, il y a que toi qui as eu des cheveux blancs comme ça aussi rapidement. Bon, bref. Joyeux Noël. Ouais, putain, mais attends, là vous venez de me retirer une énorme épine du cerveau. Je comprenais pas ce truc. J'étais là, mais ils doivent se faire flag au bout d'un moment. Les mecs, ça fait 50 ans qu'ils sont en première, quoi. Non, ils déménagent. Ok. Donc, Edward veut mourir. On en était là. Bref, sublime scène en Italie. Bella fait finalement autre chose que de chialer. Là, le Prozac fait effet un peu, on a l'impression. Elle sauve Edward, torse nu, qui visiblement ne va pas à la même salle de sport que Jacob. Lui, c'est plutôt Team Basic Fit. Hein. On est vraiment sur un truc... Franchement, on le voit torse-poil, c'est quand même pas la même chose. Il y a des poils, mais en fait, un V, parce qu'il porte son pantalon de travail. Mais ils ont toujours le pantalon... Il n'a pas le même entraîneur. Ah non. Et il prend pas les mêmes... stéroïdes. C'est ça, on va le dire. Donc là, on va avoir affaire à quelque chose de fantastique. Des vampires italiens, les Volturi. Les Volturini, ouais. Les Volturini. Donc, Haro, Marcus, Caius, Jane. Et là, on a vraiment... très italien, d'ailleurs. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils allaient se prendre par la main et se mettre à chanter. Je fais de toi quelle horreur. Ouais. Ni plus ni moins que des figurants de la comédie musicale du Roi Soleil. Voilà, la culture. Après Mozart, l'opéra rock. Non mais voilà, on était obligés. Donc bref, Bella en fait elle est vivante. Edouard il veut plus mourir et donc il va essayer, on sait pas trop comment, de dire oh non les Volturi, je veux rester vivant s'il vous plaît. Et ils vont dire ok mais on veut une contrepartie, tu dois transformer Bella prochainement. Parce qu'il a pas le droit normalement de dévoiler son secret à des humains. Et là le fait de se foutre torse-poil sur une place pleine de gens, bah évidemment putain, c'est pas j'avais tellement pas compris. Mais ce qui est bizarre, c'est bon, voilà, les gens visiblement ils célèbrent un truc dans ce village où ils ont fait partir les vampires il y a très longtemps. Non, c'est un truc italien, je crois. Non, c'est la Vierge Marie. C'est la fête du spaghetti, Léo. T'as rien compris. Ouais. C'est raciste, Lola. Non, mais c'est l'enfer. C'est effectivement la vision de l'Europe en général par les prods américaines, c'est toujours la même chose. Mais c'est toujours Pascal Pro au scénario. Arrêtez de vous emballer, c'est tout. On continue. Donc là, effectivement, on est dans le. Moi, j'en pouvais plus là du peignoir rouge d'Édouard au Vatican. Là, ça m'a fait péter un câble. Genre ces cernes là. Qu'est-ce que tu fais, mec? Genre déjà va mettre un t-shirt et arrête de te balader avec cette sortie de bain là. C'est pas solennel du tout. C'est pas stylé quoi. Enfin bref. Bon. Non, bah, c'est tout. Moi, j'ai rien à dire sur ça. Tu l'as hyper bien expliqué. Ah, tu l'as. Là, bravo. Ouais. Effectivement, la sortie du 2, c'est. La seule solution, c'est que Bella rentre dans la famille. Mais ça n'a aucun sens. En fait, c'est genre. C'est la mafia. Attendez, mais ce truc-là aussi, il y a quand même une sorte de bagarre dans l'espèce de Vatican chelou des vampires là. C'est un peu ça. Alors c'est pas le Vatican parce que les gens qui sont allés au Vatican savent que ça ne ressemble pas à ça. Mais c'est un peu le même. C'est pas à Rome. Non mais c'est l'Italie en fond vert quoi. C'est le même délire. Ils y vont en bagnole d'ailleurs. On comprend pas, ils sont en voiture. Mais du coup, Alice, ils sont en Italie. Il y a un plan. Ah, il y a un plan avion. Ouais, ok, bon. Et Alice, la meuf qui a des visions là, qui résout la situation à la fin parce qu'elle a bagarre et ça va pas bien pour Edward. Voilà, ça va pas quoi. Il va mourir quoi. Et Alice, à la fin, interrompt la bagarre où ils vont tuer Bella et Edward
en mode non mais arrêtez, il faut que je vous montre un truc. Mais et en mode pourquoi elle aurait pas pu le faire dès le début? C'est ça que je comprends pas moi. Parce que c'est comme Phoebe dans Les Sœurs Halliwell. Ça se déclenche Phoebe pas dans Friends. Non. Je vois pas le rapport. Phoebe dans Charmed, ça se déclenche pas quand tu veux. Oui, mais C'est pas à la elle a carte. pas besoin de le déclencher quand tu veux parce que Arrow il sait lire justement dans les gens et Oui, dans mais l'avenir. Je pense qu'il faut qu'elle voit d'abord le bordel pour Ah. ensuite. On rentre dans les détails. Hein, Ouais, c'est non, pas- c'est dans le lore. peut-être Dans le- juste mal écrit. Après tout, c'est possible. On essaye de Non, j'aime bien combler. ton explication, j'aime bien. Comme Ouais, non, Phoebe mais- dans les Sœurs Halliwell, c'est cool, j'aime bien. Ouais, non, mais effectivement. Putain, mais est-ce qu'on va être payé par la prod pour sauver le film? Bah, je pense que les recettes du film vont augmenter après ce podcast, qui est très J'espère. didactique finalement. J'espère, ouais. Hein, parce que Bah moi, oui, il parce qu'on apprend tous ensemble. y a plein de choses Ouais. que j'avais pas compris. On apprend, c'est amusant. Et donc, je suis extrêmement content qu'on ait pu parler du 2, qui est quand même un épisode clé dans le déroulement de la saga. Tu voulais dire un truc en Ah bah plus oui, parce que la vision d'Alice. Oui. En fait, moi, je me souviens parce que j'essaie quand même de rattacher ça au fait qu'on qu'on fasse un podcast d'horreur. Donc, Oui. c'est quoi l'horreur là-dedans? C'est Oui. le fait que Viella, que Viella vieillisse, qu'on l'appelle vieillard. Donc du coup, Vianney. vieillard. Oh non, pas Vianney, ça suffit. Hein. J'ai Elle a peur un d'être seuil de une vieille tolérance. là. peau. Et donc du coup, ça c'est le premier truc horrifique. Et le deuxième truc horrifique, c'est la vision d'Alice, qu'Alice a du couple dans le futur. Là, je sais pas si vous vous souvenez, c'est Bella qui court dans la forêt. Elle porte un gilet sans manches. Un Ah, ça, cardigan, ça, un cardigan. ça, c'est l'horreur. On dirait ouais. Ça, des c'est l'horreur. mormons, les deux mormons qui courent dans la campagne. C'est un Et cardigan. c'est ça qu'elle montre aux Italiens pour leur dire tout va bien se passer. Voilà. Évidemment, les Ça, c'est Italiens l'enfer. et la fashion, ils ont peur du coup. Bah oui. Bah Moi, je non, comprends mais qu'ils attaquent. Après, tu leur montres un cardigan, ils sont assez rassurés. Hein. Enfin, moi, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, Cardigan, ça va. Et juste pour parce que j'en profite hein, pour apprendre des choses. Pourquoi Arrow il est méchant du coup Il est pas méchant. Parce que c'est Michael mais- Sheen et qu'il a une wig de l'enfer. Oui, il a c'est une quoi, wig, Arrow c'est aussi, quoi ouais. Déjà, en fait, il est méchant parce qu'il est trop moche. Enfin, en fait, il a une wig, mais c'est impossible. C'est impossible. Voilà. Non, il est ok, il est juste Non, mais méchant ils parce sont qu'il pas méchants. En fait, c'est juste c'est Bah, c'est un peu des- des fascistes. Ils sont italiens donc. Il défend ils- les fascistes. Ils sont pas méchants, c'est les gens qui ont leur Non, raison. j'explique. Léo le gaucho, c'est fini. Expliquer, ce n'est pas excuser. C'est pas pareil. Ça va être le dîner de Noël, ça va être sympa. Mais non, mais ils sont pas. En Pas de fait, politique ils ont dans des Twilight. règles pour pas se faire cramer par les humains. C'est tout. Et du coup, bah là, il a fait de la merde en vrai, Edward. Et c'est vrai qu'ils font trop de la merde en vrai. Ouais. Les culènes, ils font grave de la merde. Est-ce qu'on peut honnêtement. arrêter de dire les culènes parce que ça me franchement, Mais d'ailleurs- je trouve que c'est vraiment pas respectueux quoi. Et d'ailleurs, Edward a fait exprès de faire ce move-là pour Mais être oui, tué pour se par les faire tuer. Volturi. Donc ils font vraiment de la merde. Ouais, oui. ok. Bah oui. Donc Arrow est pas méchant, d'accord. Ouais, il est un peu méchant quand même. Non, mais- c'est un Bah, petit bâtard. Arrow, il veut le pouvoir et c'est juste que lui, Le il est pas pouvoir, passé au ouais. végétarisme. Donc, Mais puis on surtout le considère qu'il comme a un méchant. mauvais coiffeur et c'est l'enfer. Voilà, c'est vrai. J'avais noté juste en phrase de transition, la phrase de fin de cet opus, c'est Marry me Bella. Ah oui, parce que c'est. Ouais, bah révélation. oui, on va on va y passer. Première proposition d'Edward. On va y passer. Donc l'épisode du mariage, l'épisode 3, je sais plus comment il s'appelle, Twilight. Hésitation ou ah oui. éclipse. Ok. Au choix. Année de production 2010. Pour Camille, toujours un nombre élevé de fashion faux pas. Ah ouais. Ça ne diminue pas. Donc du coup, moi je vous parlais de l'opus 3 de The Twilight Saga, réalisé par David Slade, que je ne présente plus. Qui est ton Bah non. chouchou. C'est mon chouchou. Qui est probablement un des réalisateurs dont on aura le plus parlé dans l'horreur du dimanche après cet épisode. C'est vrai. Et ouais, j'avais récemment chroniqué 30 Days of Night de David Slade, du coup, qui a aussi réalisé le chapitre 3 de Twilight. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre 3 après ce fabuleux résumé de Lola? Seattle, année 2010. Les ruelles sombres de la ville, lessivées par la pluie, sont le théâtre chaque nuit de crimes atroces et brutaux. Qui sont ces monstres qui font couler le sang sur les pavés et terrorisent les habitants une fois le crépuscule tombé?
Crépuscule, c'est Twilight en anglais. Ah. Oh putain, c'est écrit, hein. Ouais. Une chose est sûre, la ville sombre inexorablement dans l'abîme et le chaos. Pendant ce temps-là, à Fourchette, Edward propose Bella en mariage pour la 2e fois. Le soleil et les oiseaux chantent dans la prairie de l'amour. Mais Bella doit se concentrer sur ses examens avant de devenir une vampire trop stylée. Et pour l'instant, c'est toujours une nullos trop pas hype parce que c'est trop nul la vie humaine. Jacob boude toujours Bella, mais il a un super plan pour que Bella l'accepte, accepte d'être sa girlfriend. Son plan consiste à l'embrasser de force pour la convaincre. Mais attends, il boude parce que Edward est revenu. Edward est revenu, ouais. Donc parce qu'elle l'a lâché comme sa 2e promesse de mariage en plus. Ouais, ok. Du coup, elle l'a lâché comme une vieille chaussette. Du coup, elle a lâché Jacob et donc il fait la gueule. Okay, il fait la gueule, ouais. Voilà. Et il a une super stratégie du coup pour voilà. Ah mais ils sont complètement obsédés les deux. C'est-à-dire que Edward est obsédé par le fait de la marier. Genre il faut la marier, la meuf. Et l'autre, Bella, elle est obsédée par le fait de se faire transformer. Donc, c'est super ce couple. Vraiment. C'est vraiment très Non, alors, trio, il y a une métaphore ouais. de le sexe hein, là quand il le sexe. Il y a d'ailleurs une des premières scènes de quasi le sexe de tous les films. Ah ouais le 3. Ouais. Ah mais le 3 c'est le pire. Vraiment sur le discours c'est le pire. Oui mais attention parce que là il y a l'élément de la perturbation du film qui arrive. Alice a une vision, oui. Comme depuis 3 films, enfin depuis 2 films du coup. Heureusement qu'elle est là parce que sinon on se ferait chier. Hein. Alice amène tous les éléments perturbateurs des films, effectivement. Heureusement, sinon il se passerait encore moins de choses. Et Alice voit une armée de vampires pas cool perturber notre microcosme tout mignon, tout plein de la ville de Fourchette. Il y a aussi des guerres de territoire incessantes entre les bourges en carence de vitamine C et la tribu des mecs torse-poil qu'on sait pas trop ce qu'ils foutent dans la forêt toute la journée. D'ailleurs, on a un peu de lore, enfin, sur le conflit vampire-loup-garou, c'est ça dont je parlais avant, avec les carences de vitamine C et les mecs en Bermuda. Et en fait, on a un contexte très politique et historique qui nous est conté dans le film. En fait, les vampires sont des colons européens blancs et les loups-garous sont issus de peuples natifs américains. Et l'opposition et la rancœur entre les deux factions est une parabole subtilement amenée de l'épuration ethnique qui a précédé la fondation des États-Unis et du Canada. Bon, là, il délire parce qu'il n'y a pas tout ça. C'est fou quand même. Je tiens à le signaler, il n'y a pas tout ça. C'est le meilleur opus. Il est hyper politique. Alors, ouais. bien monsieur. Alors, ça s'arrête là. Mais les deux clans arriveront-ils à se faire confiance et à enterrer la hache de guerre dans ce nouvel opus ? Les sans-t-shirt et les anémiques parviendront-ils à s'allier pour protéger la fragile Bella d'une armée de vampires nouveau-nés sniffeurs de chemisiers ? Quel rôle les mystérieux Voluri ont-ils à jouer ? Ah merde, je me suis trompé. Il y a une faute de frappe, Les Voluri. Les Voluri ont-ils à jouer et qui est derrière cette attaque de l'armée des nouveau-nés ? Tant de questions et de suspense dans ce nouvel opus. Mais parlons du film. Vous travaillez pour la distribution du film ou... Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Tu nous le vends là. J'étais pas chez Netflix. Bah alors je tiens à dire que j'avais rien compris avant de le voir et alors là j'ai toujours rien compris. Parce que moi j'ai beaucoup de questions là sur cet épisode. J'ai dit là les questions et on va y répondre là maintenant. Ah bah oui, bah il faut qu'on y réponde. Non parce que effectivement dans cet épisode, on peut peut-être mettre sur 2 plans de narration distincts ce que j'appellerais la petite histoire et la grande histoire. Et Stéphane Bern. Bonjour, c'est moi, Stéphane Bern. Okay, on a perdu le contrôle. Donc, la petite et la grande c'est histoire. parti. Brice a quitté la mixette. Non mais il y a effectivement l'histoire de Bella et le triangle Bella, Jacob, Edward et à côté de ça il y a une espèce de machination de newborn vampires qui marche vers les Cullen. Et derrière cette machination vraisemblablement c'est Victoria. C'est Victoria. Bonne réponse là. Merci, bravo. C'est Victoria. On aurait dû faire un quiz en fait. Ouais. Et attends, Victoria, c'est toujours la même que celle dans le 2, donc c'est. Mais c'est pas la même actrice. Il y a une rumeur, qui dit que c'est. C'est pas une rumeur. Hein. Vous pouvez regarder sur Wikipédia. C'est une rumeur. Donc c'est pas parce qu'elle est rousse que c'est la même personne. Moi, j'y crois pas, moi. Mais moi, je pensais que c'était parce qu'il y a eu un changement de wig. Il y a eu entre le premier et le 2 également et le un 3 d'actrice. Ils ont changé elle court plus vite.
Mais donc effectivement, donc elle est toujours vénère contre les Cullen. Donc Oui, elle envoie une armée de nouveau-nés pour les tuer. Elle a un nouveau queumé en gros. Enfin de nouveau-nés, c'est les nouveau-nés vampires, il faut vous dire. Oui. Alors ce qui est bizarre chez les vampires, c'est que quand tu viens de naître, t'as plus de force que quand tu vieillis. En fait. Parce que t'as pas trop de Comme chez les humains. En fait. Ouais. Bah, Si, c'est Non, la pas formule trop. pour bébé hyper puissante quoi. Non, pas trop. Un nouveau-né Pas avec vraiment. un vieillard, je ne sais pas. Mais moi, je voulais vous parler du film quand même parce que j'ai trouvé que cet épisode il était pas mal. Oh là là. Cet épisode de Il a osé. il va le défendre. Cet épisode C'est le pire. de Plus belle la vie, Twilight devrais-je dire, des eaux, je trouve que c'est le plus horrifique des 5, moi. Il y a une scène d'intro qui fait peur déjà, il y a une armée de vampires et ça fait peur. Et voilà. Et il y a Jacob, Bon. Jacob qui Et devient la masculinité hyper toxique, cringe, et là, ça fait peur. Oui, Jacob commence son épisode Michel Fourniret. Ouais, En effet. Ça Ou Guy Georges pour les Belges. C'est vrai. Je ne sais pas. non mais sans déconner, on sent que David Slade il a une affection particulière pour représenter les vampires et la nuit, comme dans 30 Days of Night. Qui était un Et, chef-d'œuvre. c'était un Devant chef-d'œuvre. l'éternel. Et en vrai, moi je pas trouve de que ça se doudou devant voit. celui-là. Les scènes d'intro et les scènes qui se passent à Seattle avec la création de l'armée de vampires, je trouve qu'elles sont vraiment glauques, sales et cryptiques. Voilà, je l'ai dit. D'ailleurs, c'est non sans rappeler la superbe série The Strain de Guillermo del Toro. J'en profite pour recommander un truc. Si vous avez bien aimé l'épisode 3 de Twilight. Il doute, hein. Vous ne le voyez pas, mais il est dans le doute là. Mais du coup, notre petit David Slade se permet même, tout au long du film, quelques refs filmiques et picturales pas piqués des hannetons. C'est exactement ce que j'ai écrit. Des références à des tableaux romantiques célèbres ou encore à des films célèbres, genre Apocalypse Now. La photo du film, je la trouve plus chiadée que... Ou à des pochettes Les autres d'évanescence. Hein. Oui. Ouais, bah alors, mais ouais, Il a choisi les j'y refs. viens, justement, j'y viens. Tu vois, on passe du film noir au début avec le Seattle sombre, obscur, pluvieux, à la ruralité romantique pastel, en passant par de somptueuses scènes de forêt obscure, non sans rappeler, comme tu le disais, les pochettes d'Evanescence, en fait. Quoi, ouais. Ouais. On a vérifié tout à l'heure, en plus, hein, c'est réel. Hein. Bah oui, c'est vrai que si tu... C'était il y en a bien, qui ressemblent Evanescence. beaucoup. Ouais. Non. Mais ouais, alors bon, en tout cas, la photographie du film est, moi je trouve abominable. Mais comme dans tous les épisodes de Twilight, alors celle-ci, Sauf le 1, voilà, moi je trouve que dans le 1, on a l'impression qu'il se passe des trucs. Là, moi je trouve que bah ouais, on est revenu à du David Slade, mais on va pas reprendre notre vieille querelle, Léo, autour de David Moi, j'aime Slade. bien, du coup. Moi, je peux pas trop te défendre là-dessus. Non, mais... Allez, Non, mais sinon, ce qui est quand même Attends, je le cœur de Twilight 3, c'est la relation malsaine qui Ah oui, s'installe oui. entre Bella, Jacob et Edward, où finalement Jacob va adopter une posture que l'on pourrait qualifier de celle d'un énorme forceur. c'est limite c'est un agresseur en fait. Ouais, hein, ouais. Et voilà, il en vient même à l'agression. Et donc, il va essayer de forcer Bella à l'aimer, alors qu'elle aime Edward. Et on n'est pas vraiment d'accord avec le fait qu'elle aime Edward, parce qu'Edward est, je le rappelle, un gros connard. Je l'ai déjà dit dans... Moi aussi, ouais. mais du coup, là, t'es vraiment le cul entre des chaises entre les connards, quoi. Ouais. Et donc, Qui est le moins con? Mais c'est surtout qu'il y a quand même toute une ligne de dialogue où Jacob explique à Bella que, en fait, il faut qu'elle soit au courant de toutes les options. Donc elle en a deux. Ça se résume soit à être la meuf d'un vampire, soit à être la meuf d'un loup-garou. Le reste n'existe pas. Pouvoir faire des études, partir à l'étranger. Bah non, parce que tu vois, vivre une vie normale. Les deux lui proposent de lui offrir le bonheur. Non, mais c'est insupportable. Genre, vraiment, c'est assez. Et c'est le paroxysme, terrible. c'est la fameuse scène de la tante que je ne vous présente plus autour de cette table. TENT, hein. TENTE, hein. Oui, pas la tante. On est dans un climat incestueux déjà de base. Donc, non, la tante Quechua, en gros. Oui. Ouais, donc la tante Quechua, effectivement. Comment vous décrire la scène? Parce que c'est spooning. Oui, c'est un mot clé, ça. Ouais, effectivement. Mais la gêne est totale. En fait. Pour une raison qui m'échappe, parce que j'ai littéralement rien compris aux 4 films, enfin aux 5 quand je les ai regardés, mais Edward et Bella se retrouvent à grimper en haut d'une montagne pour protéger Bella, qui est vraisemblablement la cible des attaques. Tout le 3 repose sur cette idée, c'est que Bella, elle est menacée, et du coup, Edward et Jacob vont devoir faire une alliance contre nature
de masculinité toxique pour la protéger. Pour la protéger. Et donc, grâce à l'odeur des loups-garous. Il l'emmène en haut d'une montagne. Ils posent une tente et ils se disent on va dormir là en attendant je sais pas quoi de se faire attaquer, ce qui arrive. Et non mais ça n'a aucun sens. Non, c'est pour détourner, je crois, l'attention. Ouais. Bref, et donc ils sont dans cette tente. Bella, qui est finalement la seule humaine du trio, a froid. Et donc Edward, qui lui est mort à l'intérieur et froid, ne peut pas la réchauffer. Et donc, le meilleur pote, Jacob, est là et se propose de se glisser dans son duvet à moitié à poil pour la réchauffer pendant qu'elle dort. Un magnifique triangle amoureux, très fonctionnel, c'est super. Et pendant ce temps, Edward consent à regarder, mais il est quand même pas... Et surtout, elle s'endort, et là commence une espèce de conversation entre les deux sur... Horrible. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport au bout de viande entre les deux, quoi. C'est vraiment, on part du principe que Bella, de toute façon, n'a pas d'avis à donner sur sa vie sentimentale. Voilà. Oui, puis surtout. Donc on va, effectivement, on va choisir ce qui est mieux pour elle. Voilà. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a un lendemain matin après. Et donc. The Walk of Shame. Voilà. Et le lendemain matin, elle sort en petite chemise. Moi, c'est ça, j'ai pas compris, parce qu'elle avait froid et d'un seul coup, elle a plus froid, quoi. Non, mais c'est du camping. Ouais. Et donc le lendemain matin, elle apprend que ils vont se marier. Et là, c'est le drame. Et qu'elle s'est fait spooner. C'est le drame dans la villa. Et donc Jacob est vénère et du coup il lui dit ouais vas-y pour que je reste ton pote faut vraiment que tu me donnes une bonne raison et il se galoche. Ah oui, non, il la galoche. Ouais, il la galoche. Non, parce qu'elle lui dit embrasse-moi, machin. Ouais. Ah oui, non, elle lui ordonne. Alors attends, mais c'est quand il y a une première fois, bah ça c'est au début. C'est quand il lui présente les deux options. Ouais. Machin, soit le vampire, soit les machins. Et il lui dit non mais en fait t'es amoureuse de moi, mais tu le sais pas parce que t'es trop débile. Pauvre femme. C'est en substance ce qu'il dit. Oui, c'est à peu près ça. Donc là il l'agresse, elle le tape, elle se pète la main. Ensuite, le camping passe. La Quechua, la tante, ouais. Lui, il est très énervé parce qu'il apprend qu'elle est fiancée et donc plus. Et elle, pour le désénerver, elle lui propose embrasse-moi. C'est horrible. Ah, oui. Parce qu'elle a peur qu'il aille tout casser, je sais pas quoi, parce qu'il a des anger issues, tu comprends. Et du coup, pour calmer ses anger issues, elle lui dit bon, ok, vas-y. Roule-moi une grosse pelle. Voilà. Suçote-moi la pomme. Suçote-moi la pomme, ouais. Et donc, effectivement, cette scène est extrêmement gênante. Moi, ça a été. J'étais embarrassé devant mon ordinateur. J'étais dans mon lit en pyjama et embarrassé. C'était quand même. Ça arrive. Bah, déjà, quand t'es en pyjama, c'est embarrassant. Moi, moi, c'est ma safe place, tu veux. Ouais. Donc, j'ai pas envie de me retrouver embarrassé devant un film. Tu cringe, t'es obligé d'arrêter parce que sinon tu. Non, moi, pareil, j'étais en train de crier. Donc... C'est dur. Et donc, c'est dans cet épisode qu'on en apprend beaucoup sur les loups-garous aussi, et sur leurs us et coutumes, pour ainsi dire. Donc, ce qu'ils aiment faire, tu le disais dans ton résumé, c'est se balader torse-poil en courant. Oui. Façon entraînement des pompiers en Bermuda dans la forêt. Tous les mâles, parce qu'il y a une seule femme. Alors, et elle, évidemment, n'est jamais torse nu. Hein. Vous imaginez bien, mon Dieu. Ça va pas ou quoi. Déjà, les Bermudas, ils explosent aussi. Pour moi, dans l'idée, ils devraient aussi se balader à full à poil en fait. Ah bah, je suis d'accord. Parce que les Bermudas et le budget short. Oui, mais il y a un PG-13. Il y a un PG-13. Et puis la pollution dans la ville de Fourchette, là, dans la forêt de Fourchette, c'est des débris de shorts. Et ils ont beau avoir interdit les couverts à usage unique. Les shorts partout, quoi, des bouts de shorts. Donc ça, c'est leur passe-temps numéro 1. Et ils ont aussi on apprend aussi que ils peuvent être un petit peu impulsifs, comme des bons gros mecs bien toxiques. Mais c'est parce que it's a wolf thing. Non, mais il y en a un qui a éborgné une des femmes, une des compagnes. Enfin, il y en a un qui a éborgné une de ses compagnes parce qu'il était énervé, il s'est transformé, donc il lui a mis un coup de griffe. Bon, voilà. Non mais je ris parce que pour moi il faudrait le piquer en fait. Ça suffit de trouver des excuses. Mais le film est très complaisant avec ce genre de comportement de toute façon du début à la fin. C'est tout excusé quoi. Et le troisième truc qu'ils font, et alors ça c'est quand même probablement le truc le plus
franchement, le plus hardcore qu'ils aient fait passer dans un film soi-disant PG-13 et tout, qui a été quand même vu par des enfants, hein, globalement, c'est que les loups-garous, en fait, dans leur construction et dans leur vie, à un moment donné, ils imprintent, alors je sais pas comment c'est traduit, je sais plus. Ils mettent leur empreinte sur quelqu'un, quoi. Voilà, ils mettent leur empreinte sur quelqu'un. Donc en général, c'est des hommes qui jettent leur dévolu sur une femme, qui devient en fait leur possession, quoi. Pour ainsi dire. C'est-à-dire que eux sont obligés de l'escorter partout, de la suivre. Ils la laissent rien faire, en fait. Voilà. Et... Oui, et puis c'est très mal connaître les comportements animaux, parce que les loups font pas ça du tout. Non. Genre, c'est pas du tout un truc d'animaux, genre de faire ça, tu vois. Probablement pas. Et donc c'est une espèce de désir qui les surpasse, qui n'est pas Du raisonnable. coup, c'est excusable. Pour le oui, film. mais oui, ce qui c'est ça qui est très embêtant. Gros agresseurs. Oui, et puis c'est le principe de. C'est imprégné. Voilà. Ouais, puis c'est toujours cette idée de l'instinct, tu vois, comme si l'instinct te permettait était ingérable, quoi. Et du coup, il y a une des relations dans cette meute là où c'est en fait Sam, le chef de la meute. Oui, c'est celui qui a eu l'accès de colère. Là. Voilà, qui à la base sortait avec Léa. Je suis très investie dans cette histoire. Léa, qui est donc la seule femme loup-garou qu'on croise, qui est toujours en t-shirt, elle, parce qu'il faudrait pas qu'on voit un bout de sein. Et donc, ils étaient en relation, apparemment, tout se passait bien, jusqu'à ce que Sam déclenche son imprégnation sur une autre femme, qui fait des muffins, là, je ne sais plus son prénom. Des très gros muffins. Emily. Hyper beaux, ces muffins. C'est pas Embry? Non, ça, c'est un mec. Ah oui, alors putain. Emily. Pas queer, on a dit. Oui, c'est la seule ligne rouge à ne pas dépasser dans ce film. Pas de queerness. C'est vrai. Pas de sexe avant le mariage. Exactement. Non plus, mais... Et donc, Émilie, ils s'imprègnent mutuellement. Et là, il lourde Léa, il la largue comme une grosse merde. Non, mais parce qu'il peut pas contrôler, machin. Non, mais bon, voilà. Donc, on en apprend beaucoup sur leur fonctionnement complexe à cette tribu de mecs, là. Mecs en Bermuda dans la forêt. En Bermuda dans la forêt. Je te jure, non, mais c'est l'angoisse. C'est les voir courir. En plus, ils arrivent toujours avec des espèces de poses pas possibles. Là. Ils sortent tous en même temps des bois. Ils se posent, ils bandent un peu leurs muscles. Là. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Celui-là, ça a été vraiment pour moi une difficulté. Enfin, c'était très difficile de le mater, quoi. Vraiment, je m'y suis repris. J'ai maté en 3-4 fois. C'est vraiment. Non, moi, ce qui me tue, c'est vraiment ce sous-texte pseudo-historique là sur du coup les vampires colons et ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe pour justifier un peu plein de trucs, honnêtement. Et moi, ouais, vas-y, pardon. Non, vas-y. Non, mais parce que du coup, je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce qu'on a quand même une partie du film qui s'attarde un peu sur le personnage de Jasper, qu'on n'avait pas trop vu avant, enfin, qu'on connaît, Jasper Cullen, mais qui là passe du mec qui a une constipation chronique à un méga beau gosse, en fait. C'est vrai que là, et là, wow, mais il en donne, fait, c'est lui le plus beau gosse. C'est ça, il donne des conseils sur comment tuer les newborns et tout. Voilà. Et j'avais juste une anecdote sur le fait que ce mec était vraiment un grand malade, et c'est pas juste son make-up qui lui donne un air bizarre, c'est parce qu'il a quand même appelé sa fille Presley Bowie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Attends, l'acteur David Bowie. Il a appelé le mec qui joue Jasper. L'acteur, je n'ai pas son nom, a appelé sa fille Radbone, il s'appelle. Voilà. C'est son nom de famille. Il a appelé sa fille Presley Bowie, c'est son prénom. Eh ben, voilà. C'est un malade. Ils ont pas. Ouais. C'est probablement que Twilight lui est monté à la tête. Il s'est dit qu'il pouvait fusionner deux noms importants pour lui. Tu vois. On y reviendra dans l'épisode d'après. Exactement. Il y a un truc quand même qu'il faut rajouter par rapport à ce film, c'est que donc on est passé sur le fait que Edward demande la main de Bella et qu'elle veut pas et en fait elle veut et machin et tout. Ça va quand même prendre une immense part dans le film. Cette idée de la virginité, en fait. Oui. Parce qu'il y a des conversations dans cet opus-là sur la virginité de Bella. Avec le papa, là. Avec Charlie, le papa, avec Edward, qui lui explique qu'en fait, il faut absolument qu'il se marie parce que sinon, si jamais ils couchent ensemble sans se marier, elle va perdre son âme. Mais là, on nage en plein délire. C'est peut-être le moment de dire un truc qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est que Stephenie Meyer, là, qui a écrit le bouquin, c'est une mormone. Et ce qui explique en fait toute cette espèce de sous-texte complètement puritain, hyper bizarre. Et enfin avec, je sais pas, quand même une créature du diable qui a des grands discours très religieux sur l'âme et machin. Il faut faire le bon choix et tout ça. Stop. Enfin, c'est l'enfer. Non, puis moi, c'est ce que je trouvais le plus difficile. Il lui dit quand même, parce qu'elle se marre quand il lui parle de préserver sa virginité. Elle lui dit, genre, toi, t'es vierge. Et il répond pas. Et il lui dit, non, mais moi, à mon époque, tout était plus simple. Oui.
Il y a 109 là, ans, c'était plus facile que maintenant. C'était plus simple. Et là, moi, c'est dans le 3 le backstory de Edward aussi ou pas? Bah oui, c'est. Non, attends, quelle backstory? Parce que là c'est la backstory sympa. Là, c'est la backstory. Oui, c'est la backstory Monsieur Darcy. Voilà, si je t'avais rencontré à l'époque, on aurait bu un thé, blablabla. Il lui dit, je t'aurais courtisé. Sous le kiosque. Non, là, moi, j'avais noté parce que le père de Bella, Charlie, est en froid avec Edward parce qu'elle est partie en Italie pour le sauver, lui s'est inquiété. Et qu'elle était en dépression, qu'il a dû gérer ses nuits parce qu'elle faisait plus ses nuits. Parce qu'on l'a pas. Alors, on l'a pas dit, mais dans le 2, elle passe son temps à hurler la nuit. Et il arrive, il est là, il est juste à côté. Voilà, et il est à côté, et voilà. Et ça, c'est très gênant. Non, mais elle hurle la nuit, la pauvre, elle est dans une souffrance, c'était hallucinant. Ouais. Mais et donc là, effectivement, lui, il est en froid avec Edward, il peut plus le saquer. Et finalement, quand Bella lui dit qu'elle est vierge, parce qu'elle le dit à son père, parce que son père essaye de la brancher, de lui faire un discours un peu de prévention sur la sexualité, machin. Elle lui dit non, mais t'inquiète, papa, je suis vierge. Et là, lui, il est hyper content et il dit finalement, Edward, je commence à l'apprécier un peu. Tu vois. Et ça, c'est infernal quand même. C'est l'enfer. Ça, c'est infernal. Ça, c'est vraiment pénible. Et c'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est ça l'horreur. On vous avait dit. Il y a de l'horreur. Au-delà des trucs de David Slade, le grand. Non, mais le grand metteur en scène. Voilà, 5 000 € ils m'ont donné. On y arrive. C'est pas si mal. Non, mais... Regardez Twilight épisode 3. Regardez, ouais, c'est bien. Donc, à la fin du 3, où est-ce qu'on en est? Elle accepte le mariage et on fixe une date pour la transformer, c'est ça? On va faire une fois qu'elle aura passé son bac. Voilà. Ce qui me semble la moindre chose. Donc, la timeline, c'est tu passes ton bac, on se marie... Et on te transforme. Je crois que c'est ça qui est prévu. C'est le programme. Donc on s'arrête là. Voilà. À la fin du 3, Jacob, où est-ce qu'il en est? Jacob, il est en dépression. Il est dur parce qu'il s'est fait. Il est dans le dur parce qu'il s'est fait bouler. Et Blue Balls. Et donc on peut attaquer sur des bases solides les 4. Twilight 4. C'est quoi Twilight 4? C'est quoi le sous-titre? Je sais plus. Révélation. Breaking Down. Révélation, je voulais la faire en français. You imprinted on my daughter? It wasn't my choice. She's a baby! It's not like that. You think Edward would let me live if it was? Still debating. I've held her once. One time, Jacob! And already you think that you have some moronic, wolfy claim on her? She's mine! It's fine, Leah. You're gonna stay away from her. You know I can't do that. Stop her, Edward. It's fine. She's amazing, right? Do you remember how much you wanted to be around me 3 days ago? That's gone now, right? Long gone. Because it was her. From the beginning, it was Nessie who wanted me there. Nessie? You nicknamed my daughter after the Loch Ness Monster? Oui. C'est l'épisode 4 de Twilight, dont vous venez d'entendre un extrait. C'est la partie 2 que j'ai mis, qui pourrait illustrer probablement une petite anecdote de l'histoire, mais finalement, vous allez voir, on va s'en sortir. On va le résumer assez rapidement. On dirait un épisode de Yo-Mama, quoi. C'est bien, je trouve. Ta fille, c'est trop le mot de Loch Ness, quoi. C'est donc fatigué, éreinté, le visage blafard et les cheveux blanchis, que j'arrivais face à l'ultime épisode de la saga. Son opus magni. Quelle merveille que le cinéma nous permette de revivre ainsi de véritables moments d'histoire. Non content d'avoir autant dilué sa narration que le Coca Zéro de chez McDo, Twilight Saga Breaking Down, ou alors Breaking Down, comme on l'appelle ici, envisage d'allonger la sauce, de délayer la purée, de prolonger le supplice. C'est donc un diptyque réalisé par Bill Condon, habitué des comédies musicales grand spectacle. Bill Capote. Parce que oui, un seul long métrage n'était pas suffisant pour les ambitions narratives et formelles de The Twilight Saga Breaking Down. Fort de ses presque 4 heures d'écran, le film réussit un double exploit rare, celui de ne rien raconter. Là-dessus, on les attendait au tournant. En gros, c'est mariage, puis bébé. Aïe, j'ai résumé le film. Et surtout... Bagarre. Et surtout, celui de ne rien montrer.
On montre rien, c'est pas tant pour le Peggy 12, mais parce que montrer, c'est bien moins bien que de fantasmer finalement. Et donc, le film paraît fauché. Moi, j'ai trouvé... Enfin, les loups-garous, c'est des gros chiens en CGI, bon, comme dans le 3, comme dans le 2. Le sang est propre, la douleur fait pas mal. Les décors, j'en ai pas parlé dans ceux d'avant parce que je voulais en parler là, mais ils sont d'une tristesse infinie, toujours la même clairière, le face-à-face final interminable d'une demi-heure sur un champ de neige. Les corps sont cachés, sauf les abdos mannequin slip de Jacob, comme d'hab. Les combats sont pas chorégraphiés. Les combats n'ont littéralement pas lieu dans l'histoire du coup aussi. La question centrale du désir n'est pas traitée et Osef la parentalité parce que bon, finalement. Ouais, l'ambition de Stephanie Meyers, ici donc productrice sur les 2 parties. Meyers, ouais. Il y a un S ? Je sais pas. Je sais plus. Bon, ici elle est donc ici productrice. Et plus de respect. Et donc son ambition, ce n'est autre que de donner vie à son fantasme d'adolescente contrariée qui n'a vraisemblablement pas grandi. Ben ouais, mon gars, il est trop beau, il est trop dangereux, il m'aime tellement fort qu'il en mourrait. Et ouais, mon meilleur pote, il m'aime aussi et il est mannequin. Mais bon, je suis déjà casé, donc je le garde pour ma fille. C'est bizarre, hein. Moi, j'aime bien. Mes potes, ils m'aiment tellement qu'ils organisent mon mariage, qu'ils me font des cadeaux de ouf. Et moi, je leur en fais jamais, en fait. Et ils meurent aussi, pour toi. Donc, en fait, Twilight, c'est pas tangible, car c'est, je pense, le fantasme complètement auto-centré de son autrice. D'ailleurs, Edward, il est pas si bête qu'il en a l'air. Il a cerné le problème au bout de 9h30 de film, avant son dénouement ultime, et il résume ainsi, à mon sens, toute la saga Twilight. Tout le monde risque sa vie ici parce que je suis tombé amoureux d'une humaine. Bah ouais. Et Caroline, il lui répond direct, mais tu mérites le bonheur. J'ai bien l'impression qu'ici, ce sont les amis imaginaires de Steph qui lui parlent. Comment imaginer que le monde entier puisse se sacrifier pour sauver une relation entre 2 personnes ? Tu te vois, toi, demander ça à un pote ? Non mais Steph, tu rêves, c'est un fantasme. Quoi, comment ? Mais c'est le twist final en fait. L'affrontement n'a pas vraiment eu lieu, c'était un rêve. Bon, faut avouer, Steph, faut à moitié pardonner. Twilight, c'était pas que du négatif, endurci par 10 heures de supplice. Je crois que, comme Bella, j'ai au moins gagné mon immortalité. Et puis, pour une raison qui m'échappe totalement, mais dont j'aimerais comprendre la mécanique perverse, après 10 heures de néant et de souffrance, j'étais triste de quitter Forks, Charlie, Jacob, Bella, Edward, Caroline, Emmett, René, Esme, Renesmee, Alice, Jasper, Rosalie, Jessica, Eric, Sam, Seth, Léa, Haro, Caius, Marcus, Jane et compagnie. Le générique qui nous refait. Putain. Ah oui, on a eu une petite larme. Voilà. Non, mais j'espère vous avoir pas trop ennuyé, mais le 4, moi, je savais plus quoi en dire parce que honnêtement, il s'étale sur 2 parties. Si on essaye de l'aborder par, je sais pas, le truc qui paraîtrait évident dans la saga Twilight, c'est le scénario. Tu te dis bon, allez, je vais entrer par là parce que il y a pas grand chose d'autre à défendre. Il y a plein de choses à dire. Hein. Bah en fait, non, mais il se passe rien. Enfin, tu vois, c'est globalement l'histoire, c'est on se marie, on fait une nuit de noces, elle tombe enceinte, la grossesse va extrêmement vite. Mal aussi. Elle se passe mal, elle a un enfant, et après, c'est la bagarre. Enfin, globalement, c'est ça qui se passe en 4 heures de film. Et donc, je voulais essayer je me suis demandé pourquoi on en arrivait là, et pourquoi... pourquoi on regardait ça. Et pourquoi on regardait ça. Existentiel. Mais non, mais je sais pas, parce que tu vois, c'est quand même ouf de dire que ce truc-là, ça a pu marcher aussi fort, parce que des trucs mièvres, je sais pas, enfin il y en a quoi, tu vois, des histoires d'amour mièvre et tout, il y en a, j'ai pu en regarder, je sais pas, tu regardes The Notebook, enfin c'est naze, mais tu vois, au moins tu rentres dans un truc parce qu'il y a une écriture de personnage là. Je sais pas ce qui se passe, on essaye de, en fait, moi j'avais vraiment l'impression que c'était l'autrice qui était un peu qui prolongeait une espèce de fantasme d'ado un peu mal digéré, tu vois, où elle se dit tout m'est dû. On disait que, tu vois, j'étais en fait la meuf la plus cool, que mon mec c'était le plus beau, que tu vois. Et j'ai l'impression qu'elle n'est pas complètement sortie de ce truc-là, et c'est pour ça que le film n'a aucune substance. Les personnages c'est marrant pas, que tu dis ça parce que c'est exactement ce que Robert Pattinson dit dans les interviews. Ah ouais, parce qu'en fait, au fur et à mesure. Il faut quand même préciser ça, c'est que là, on s'est quand même tapé le marathon Twilight. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font ça. On a sacrifié des soirées. C'est ça, des moments de nos vies. Des trajets en train, des gens nous ont regardé mal. Enfin, moi, j'étais gênée, quoi. Ça, on nous le rendra pas, ouais.
Tant qu'on a perdu dignité. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'au fur et à mesure des films, les acteurs, ils ont plus du tout envie d'être là. Enfin, tu sens que déjà ils ont grandi quand même. C'est le minimum syndical. Ils sont devenus des méga stars et tout ça, mais en fait, ils ont pris cher aussi et ils sont fatigués, quoi. Un peu comme nous face à l'écran. Robert Pattinson, dans ses interviews, au fur et à mesure, en fait, il trash de plus en plus le projet Twilight. Il fait des blagues sur le fait que son personnage d'Edward, c'est un espèce de sadique qui en fait a envie de bouffer sa meuf et que c'est très bizarre qu'elle trouve ça cool en fait. Parce que dans le numéro 4, quand même, juste avant le mariage, il y a une conversation mais délirante entre Bella et Edward où il lui dit j'ai quand même 2-3 trucs à te dire, j'ai 2-3 placards, d'habitude c'est un peu des ex ou des trucs comme ça, ou des dettes à la limite à la banque, pourquoi pas, mais là c'est pas ça, c'est en fait il lui explique que avant de devenir végétarien, en fait, il a une période où il a buté je sais pas combien de personnes. Et elle dit ah non, mais c'est pas grave. C'était des Donc méchants. là, c'est quand même un niveau de folie. Enfin, je veux dire, de déni qui, tu vois, qui est psychopathologique, quoi. Enfin, ça va pas du tout, quoi. Et du coup, le Robert Pattinson, dans une de ses dernières interviews sur le film, dit effectivement exactement ce que tu dis. Il dit, pour moi, quand je vois le film, pour moi c'est Stephenie Meyer qui a en fait un fantasme adolescent, parce qu'en fait elle dit qu'elle a écrit tout ça par rapport à un rêve. Il dit mais pour moi ça ne devrait pas être publié, tu vois. Ouais, bien sûr. Non mais c'est dur, très étrange. Non mais tu vois, c'est quand tu fais un film comme ça, j'imagine que tu vois, c'est possible de faire un film de divertissement grand spectacle basé sur un fantasme un peu, tu vois, crapoteux, qu'on en pense ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, il n'y a pas 10 000 trucs à penser devant Twilight. Je pense que c'est, mais qu'on pense qu'on veut des relations hommes-femmes et de tout ça là-dedans, voilà, quelle que soit la position qu'on ait par rapport à ça, le film reste quand même foncièrement inintéressant à regarder parce que les personnages n'existent pas, les enjeux n'existent pas. À la fin, les gens font la guerre pour que Edward et Bella aient le droit de s'aimer. Enfin, tu vois, moi, je sais pas. En fait, ça m'a enterré, quoi, ce truc. Je sais pas, je vous ai plombé, là. Je pense que j'ai... Non, mais moi j'ai ressenti ça aussi à la fin. C'est ce truc de sentiment de gâchis et d'égoïsme. T'as deux personnages qui sont portés pendant tout le film. T'as des gens tout autour qui se sacrifient. Et à un moment, Jacob, c'est une merde aussi, mais je veux dire, dans le 4, c'est le seul à se soucier du père de Bella, quand même. Ouais, le seul. C'est le seul à aller le voir, à se dire, on peut pas ne pas lui dire. Mais ils lui disent pas vraiment, en plus. Oui, mais lui, il lui montre. Et après, tout le monde lui chie à la gueule en mode, pourquoi tu lui as montré, pourquoi tu lui as dit qu'il y avait des trucs en dehors du monde des humains et tout, tu crains, mec. Mais non, mais c'est le seul à avoir... Et ça me fait chier de dire ça, hein. C'est le seul à avoir un minimum d'empathie dans cet opus là, du coup, quand il fait ça, quoi. Tout le monde s'en branle. Le daron, il appelle tous les jours et tout le monde en mode on le rappellera demain. Oui, ça va aller. Parce que Bella est laissée pour morte, hein, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Horrible. Vu qu'elle n'a pas le droit de dire qu'elle devient vampire, en fait, elle fait son deuil. Enfin, elle impose à son entourage un deuil. Et moi, c'est là où je trouve ça. Enfin, les deux, c'est vraiment le couple toxique dans ce que ça a de pire, c'est que lui, il l'oblige à avoir une célébration de leur amour et de leur. En faisant un mariage, mais alors tout ce qu'il y a de plus américain, on a envie de vomir. La première demi-heure du premier film, de la fin là, c'est que ça. Donc c'est vraiment le mariage, 4 mariages et une lune de miel, pareil sur TF1, c'est pareil. Et donc ils vont, ils obligent tout le monde à venir à bouffer des canapés, etc. pour en fait que Bella, elle fasse son deuil de son côté. Et il y a une petite musique triste quand elle dit au revoir aux gens, mais en fait personne n'est au courant, quoi. Enfin, fou en plus. C'est hyper violent, moi je trouve. C'est trop bizarre. Même ses potes, ils font des blagues sur son mariage en mode. Oui, mais c'est ridicule, tu vois. C'est très bizarre c'est étrange, comme position. C'est sinistre. Du coup, pareil, la relation, cette fameuse lune de miel. Alors ça. Ouais, alors parce qu'après on embraye sur la lune de miel, effectivement. Hyper glauque. Et du coup, évidemment, l'espèce comme fantasme bizarre, du coup là il y a les premières scènes de sexe du film, quoi, des films. J'étais mort de rire. Et c'est déjà très malaisant, et en plus elle se retrouve avec des bleus sur elle. Mais c'est surtout qu'on attend ça quand même depuis 5 films, ça fait 4 films qu'on attend. Mais les réactions sont horribles, moi je trouve. Déjà la préparation, la ritualisation de l'acte est genre infâme, et l'après est encore plus infâme. Oui, alors parce que pourquoi ? Moi, le coup des plans sur ses bras avec des bleus et elle qui est en mode mais c'est pas grave, t'inquiète, let's go, on y retourne. En fait, il y a vraiment une espèce de tout ce qui est pire dans les injonctions données à une femme.
sont concentrés, je trouve, juste avant la première fois de Bella, parce que ça fait quand même un film qu'on parle de sa virginité, etc., et de la perte de sa virginité. Et donc là, elle va coucher, quoi. Et il y a une espèce de montage un peu comme dans les films plutôt Rigolol, cool, ouais. où d'habitude ils se transforment, ils essayent des fringues et tout, où là en fait elle se prépare à coucher. Ça n'a aucun sens. Enfin, elle se rase, pardon, enfin c'est pas possible. Elle trouve de la lingerie sexy parce que faudrait quand même pas que Edward, le mec qui est un cadavre sur pattes, ne soit pas elle en existé. plus. Non mais oui. Et tout ça, mais donne une situation. Enfin, c'est gênant. Tout ça sur de la musique un peu rock. Ouais. Lola, aide-moi là-dedans. C'était l'enfer, ça. Oui, non, c'était atroce. Moi, je sais pas trop quoi vous dire sur ces deux parties. Bizarrement, je les ai regardés en une journée et c'est peut-être les moments où je me suis le moins fait chier, mais peut-être parce qu'il y avait beaucoup de choses plus que d'habitude horribles. Voilà, moi effectivement j'avais noté la pub anti-avortement de Rosalie. Voilà, on n'en parle pas, qui est pro-life. Voilà. De toute façon, tous les sous-textes du film ils sont dégueulasses. Parce que pour reprendre le truc dans l'ordre, du coup, il couche. Oui. Enfin. Il couche enfin. Donc, on voit rien. On voit rien, pas un bout de quoi que ce soit. On voit un peu des. Non, ça dure littéralement une minute. Ça dure... Enfin, même pas. Des flancs, un peu. Oui, mais c'est incroyable. C'est Missionnaire à 20h30 le mardi soir et terminé. Hein. Ouais, voilà. Ils ont teasé là-dessus depuis 3 films, quoi. Moi, c'est ça qui m'énerve, en fait. Enfin... Et donc après, il y a montage nuisette-échec parce que elle essaye de faire la sexy girl. Pour qu'ils recouchent ensemble parce que lui il veut pas trop parce qu'il a un peu peur de lui faire mal en fait, et tout. Littéralement il lui a fait mal en fait. Ouais, mais du coup il a peur de recommencer machin. Et tu comprends, c'est elle qui demande. Au bout d'un moment, merde quoi. Et donc elle se met elle fait sexy nuisette machin et en même temps il joue aux échecs et donc du coup elle le met en échec, tu vois. Genre tout ça au Brésil. Hein. Ouais, tout ça au Brésil, on a oublié de le dire. Tout ça sur une île privée au Brésil. Tout ça en ayant ruiné une maison d'accueil dans laquelle ils sont. Et donc après avoir consommé leur amour nuit torride, voilà. Eh bien, Bella se fait je l'ai noté dans mes notes aujourd'hui. Elle se fait son morning poulet classique. Et elle va et en fait, après avoir bouffé son morning poulet, elle va dégueuler. Et ça, dans le cinéma américain en général, c'est pour dire que on est enceinte. Oui, il y a un placement de produit pour Tampax aussi. Voilà. Oui, c'est vrai. Je me suis demandé si c'était un placement de produit. Tu confirmes. C'est un magnifique placement de produit, effectivement. Ouais. Et donc, elle est enceinte, mais c'est pas une grossesse comme les autres. Effectivement, c'est une grossesse qui va à toute berzingue. Et j'ai dit à toute berzingue. Waouh, c'est l'enfer. Et du coup, Edouard il prend peur parce qu'il se dit attends, mais qu'est-ce qu'il y a dans son bide ? Viens, on va aller voir mon père, il va t'avorter. Et donc c'est là que il y a Rosalie qui effectivement fait du militantisme pro-life. Hein. C'est affreux. Ne l'appelle pas fœtus, c'est un bébé. Monstrueux. C'est horrible, ouais. J'ai noté un point positif dans cet opus qui est, je trouve, pas trop mal fait et assez terrifiant. C'est l'effet de maigreur sur Bella. Oui, c'est pas mal. De son corps qui est siphonné de l'intérieur. Je suis d'accord. C'est pas trop mal fait. Et après, cette renaissance en tant que vampire où elle reprend ses couleurs, le rose sur ses joues et ses bras regonflent et tout. J'ai trouvé que c'était pas trop mal fait. Après, voilà, je me suis pas attardée sur tous ces trucs-là. Mais oui, il y a des trucs horribles. Vous en avez pas parlé, mais je suis désolée. René Smé, c'est quoi ce bébé? Attends, on y arrive. Attends, on est même pas. Attends, mais on est même pas à l'accouchement. On a encore une demi-heure à faire là. Mais surtout, Bella se met à boire du sang humain pour nourrir son fêtus. Tu disais, elle se fait siphonner de l'intérieur. Dans un gobelet McDo. Quelle horreur! Elle boit du sang dans une Eco Cup avec une paille de chez Starbucks là. Mais elle renonce à son humanité, mais comme ça quoi. Et elle boit du sang. Et alors tu sais pas pourquoi il lui perfuse pas, ça pourrait être plus simple. Non, il faut le boire. Et t'es là, bah meuf, mange du boudin, je sais pas. Ou des épinards. Après, il y a la phrase du tout début dans le chapitre 4, partie 1, qui résume et qui justifie tout le film. Où c'est une référence magnifique à Peter Pan, où la voix off de Bella dit Childhood is the place where nobody die. Donc, en gros, si on reste enfant, on vivra c'est maman ad vitam, moi, c'est les et mamans. En fait, et moi, je trouve que cette phrase justifie
les 4 heures de film qui suivent, alors qu'ils sont immondes, où on justifie la pédophilie, où on justifie le fait de renoncer à son humanité, de mourir en étant encore finalement enfant. Enfin, elle a 18 ans, mais c'est pas une adulte. Et en fait, cette phrase immonde qui fait une référence à une œuvre quand même importante. Enfin voilà, moi je l'avais noté. C'est horrible qu'elle soit utilisée comme ça. C'est horrible que ce soit utilisé comme ça parce que ça après Peter Pan ça peut être problématique sur plein de points, mais c'était horrible, je trouvais, d'utiliser cette phrase. Voilà. Mais tu vas vite en besogne parce que là, elle n'a pas accouché encore. Tu parles de mort et de pédophilie, mais attends, ça c'est après, ça c'est pour après. Non, mais cette phrase, c'est au tout début. Ouais, bien sûr. Non, mais t'as raison. Oui, c'est la phrase d'intro. Mais donc, le bébé grandit, elle mange du sang, enfin boit du sang. Elle a des yeux numériques. Et finalement naît René Esmé. Donc la fusion de René et Esmé. Là, il y a une scène horrifique qui est quand même l'accouchement. Voilà. Ah, c'est horrible. Parce à l'issue d'un accouchement de l'enfer. C'est l'enfer sur Terre. Elle se casse tous les os. On l'ouvre. Alors, c'est quand même des vampires qui ont envie de bouffer des humains, qui l'ouvrent au scalpel. La moitié se barre parce qu'ils ont envie de la bouffer. Évidemment, dans le salon, évidemment, hein, parce que bon, on n'est plus à ça près. Et il y a son mec, Edward, qui, dans un acte de charité immense. Il a mordi partout. Non, bouffe son placenta d'abord. Oui, c'est vrai, non, mais attendez, c'est quand même. T'es là, genre, mais c'est plein de vitamines. Ça ils sont anémiques. Comment on peut autant tracher son personnage principal ? Enfin, tu vois, c'est horrible. C'est horrible. Mais moi, justement, c'est ça qui me pose vraiment problème avec le film, c'est le personnage de Bella. Moi, c'est pas correct d'écrire un personnage comme ça, en fait. Enfin, je trouve que ça va pas, en fait, quoi. Il y a un problème. Tu peux pas faire ça, quoi. Et finalement, l'enfant naît, il va très bien. C'est une fille René Esmé, qui a un visage en CGI. C'est un Sims. On sait pas pourquoi. C'est un Sims. Et on s'arrête sur un cliffhanger où Bella rouvre les yeux alors qu'on la croyait morte en couche. Juste avant ça, il s'est quand même passé quelque chose d'extrêmement important. C'est Jacob qui, par une espèce de tournure scénaristique à la mort moelleux, doit soi-disant buter l'enfant, je sais pas quoi, mais machin, s'avance dans l'endroit où est l'enfant porté par Rosalie la pro-life, là, regarde dans les yeux du droïde et là se dit... Ah bah non, je vais pas le buter. J'ai envie de le pécho. Je l'ai imprint. Ça y est, je l'ai imprint. Cet enfant est l'enfant de la meuf qui veut pécho depuis 3 ans. Est-ce que c'est normal ? Ces gens sont psychos. Jacob est pédophile et ça ne pose vraisemblablement problème à personne. On en parle dans la partie 2. Putain, on en parle, c'est justifié par Peter Pan. T'as un deuxième jingle du coup pour la partie 2 ? Ah non, c'était ça. Ah ouais, c'est vrai. Donc partie 2, ça va aller plus vite à résumer parce que partie 2, c'est la guerre. C'est le foutage de gueule ultime. Ah oui, mais moi je pensais qu'on faisait 1 et 2 en même temps. Alors moi, je vais défendre un peu la partie 2. J'étais content quand même. Parce que depuis le début, genre, Bella, c'est genre, son perso est horrible as fuck. Et en fait, on attend qu'une chose depuis le début du film, c'est qu'elle soit un vampire, bordel de merde, en fait. C'est ça qu'elle veut. Et elle est enfin un vampire, et effectivement, elle est forte et stylée. Mais elle est décevante. Hein. Mais elle est décevante, un peu, ouais. She's a shield. C'est un bouclier, quoi. Bon, t'es un bouclier, chérie. Elle est pas offensive. C'est pas, t'aurais pu être une épée, t'aurais pu être une grenade, non, elle a des flatulences, comme tu disais, Camille, tout à l'heure. C'est un bouclier. Bon, Il dit qu'elle avait des gaz. Elle a des gaz, ouais. Bella devient vampire, elle découvre sa vampirité. On passe en HD. Voilà. On passe en HD, au niveau de l'image. Instant, quand elle renaît, elle a de l'eyeliner intégré et du rouge à lèvres. Quand elle renaît Esmé. C'est bien placé. Je ne peux rien faire. Mais non, et donc elle a le make-up intégré, elle revient. Et en fait, elle maîtrise tout de suite sa condition de vampire et ce n'est plus un problème. Le problème d'être mère ne se pose jamais puisqu'elle s'occupe pas de la môme, elle s'en fout, tout le monde s'en fout. Ouais, en fait, c'est Jacob qui la prépare. Voilà. C'est nickel, tout va bien. Il la laisse avec le tonton pédophile, il n'y a aucun problème. Assieds-toi sur mes genoux.
D'ailleurs, quand elle emmène, parce qu'à un moment donné, elle emmène Renesmée chez ses grands-parents là, Oui. et il y a Jacob qui reste. Oui. Et personne dit, tu vois, genre, mamie, Enlevez ce tonton. papy t'as fait de la purée, Jacob t'en veut un peu, tu vois. Enfin, c'est vraiment, c'est infernal. Non mais vous avez relevé ce truc. Oui, c'est vrai. Oui, Genre, oui. Jacob il reste. Ok, bon. Et après on fait la guerre parce que. Et surtout, la gamine grandit à une vitesse incroyable. Ah non, mais ça, c'est normal. Et c'est est dans de le film. plus en plus jolie. Ouais. Et donc, c'est ok. désirable potentiellement. Donc c'est ok. Voilà. Et donc après on va faire la guerre, et pour faire la guerre, il faut qu'on aille recruter un maximum de vampires de clans Les éloignés alliés. aux quatre coins du monde. Et alors là c'est Les clichés. Là, c'est Alors là, le rattrapage de tous les films c'est sur, la fête à sur les même, quotas, tu vois. Ouais. C'est genre, ah merde, on a peut-être un peu déconné quand même. Et ben, on va aller dans tous les pays du monde faire des gros clichés. Comme tu disais Lola tout à l'heure, les Amazones, et ben leur pouvoir c'est de montrer la jungle aux gens. Non mais quel Paf, scandale. pouvoir de jungle. Le marsupilami. Le marsupilami arrive. Ah, c'est le cauchemar. Il y a des vampires vaguement slaves qui arrivent mais qui ont un C'est des accent. Non mais Tsars, oui, c'est mais les en anciens fait, tsars. non mais on a quand même, c'est ça, on a les vampires slaves, donc Vladimir et son bro là, Et oui. Vladimir qui est joué Son par. mec, non J'ai cru. Non, ah bah non, certainement pas. Ah, On a dit pas queer. Oh, attends. Alors là, oh. non, là tu t'emportes. Mais Vladimir qui est quand même joué par Noel Fisher, je sais pas si vous l'avez vu, mais qui joue Mikey dans Shameless US. Ah. Et ce mec est un acteur incroyable, mais là il a juste une méga tête de cul. Oui. Ah mais c'est le mec blond là. Ouais, Mais je sais pas et qui pourquoi a ils un leur ont fait accent, ça, mais je sais pas Ah, pourquoi. Mais c'est immonde. Donc il n'est pas du tout. Mais ça, pas du parce que tout. moi j'entendais Mais pas du l'accent, tout. je me disais mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas du tout. évidemment. Mais c'est vraiment, tu regardes Mikey dans Shameless, Uh-huh. c'est lui, tu vois. Noel Fisher, c'est quand même moi je trouve que c'est un super acteur. Et là, mais il est détruit. On a Rami Malek. Ils font la même avec Rami Malek, ouais. Enfin, c'est Vampire un enfer. égyptien, C'est un enfer. mage, tout ça. Là, plus rien n'a de sens. On peut faire ce qu'on veut. Les vampires, ils sont aussi mages, ils sont aussi. Il faut dire que les deux, enfin le dernier opus coupé en deux, c'est les films qui ont eu le plus d'argent. Hein. Là, on est passé à des budgets au-dessus de 100 millions de dollars. Mais on voit pas où est l'argent, très honnêtement. Bah si, dans les effets de craquage de glace. Ouais, Et d'eau. Et non, c'est. Dans Rami Malek, en fait. Ouais. C'est ça. Après, on aime bien Rami Malek quand même. Bah oui, non mais. Ouais, non, mais on aime c'est beaucoup. paumé là. Bah là, il s'est. Bah, Il devait s'acheter un bateau, je sais pas. Et puis c'est quoi cette bataille finale? Oh, c'est mais il y a l'enfer. pas. Moi, Bah, j'étais hyper mais déçu. y a et y a J'étais pas. tellement déçu. J'avais oublié qu'il y avait Oh et là qu'il y avait là. pas, et j'étais dégoûtée. Bah ouais, pareil. Moi, j'étais en mode, Ça a chié. je me suis dit, waouh, ça fait 10 heures que je mate ça. Jasper meurt, Ouais. yes. Et en Et fait, là, non. et non. Et voilà. Voilà. Et Carlyle Alors, se fait arracher la tête. c'est Carlyle, drôle. j'étais un peu Il triste. a le meilleur Mais sourire. c'est là où j'ai eu une petite larme, c'est parce que en fait, Carlyle meurt, et là, Robert, enfin Edward, il est dévasté, tu vois. Et Mais j'étais en mode, ouais. son père Moi j'étais meurt. quand même restée Mais c'est bloquée mes sur, daddy issues à moi, tu sur vois. le sourire de Harrow qui donc tue Carlyle. Ouais. Harrow, si vous avez suivi, c'est celui avec les yeux rouges et C'est la wig Michael de Sheen merde. qui a la wig horrible. Et lui, il fait un sourire, mais c'est trop marrant. Ah, mais lui, il est en mode faut en faire- cabotin de il faut en l'extrême, faire là. un fond Cabote. d'écran, parce que c'est fou rire. Ouais, c'est lui son Et, super pouvoir, dans la c'est tête. c'est de cabotiner. Moi, ouais. mon fave, c'est Jasper, c'est pas Carlyle. Moi, j'adore Jasper. Bah, Et Jasper et Alice. Alice, c'est mes deux. Jasper et Alice, c'est mes mais, deux persos ouais, mais préférés. toi, c'est parce Je que les déteste. je sais pas. Je les hais aussi. Bah, déjà, Alice, elle a des visions super cool et elle a une coupe de cheveux super cool. Bah, elle a grave changé Comment de tu as cheveux dit, entre le Flavie 1 et Flamand le- dans ses Ouais. médias. Non mais c'est du mèche à mèche. Genre tu vois le travail avec un peu de, tu sais, Non, mais un Léo, peu de c'est gel pas sur les possible. doigts. On mais- tire sur les mèches. Je le pas- déteste. Non, mais l'actrice, elle est très jolie, c'est pas le problème. Mais Oui, là, Non, ça, mais ça va pas, la coiffure. Jasper, il est stylé aussi en vrai. Ben, il est moins constipé à la fin. Voilà ce que 10 heures de Twilight peuvent faire un esprit humain. J'espère, j'aime bien en fait. Ouais, c'est tendu. Hein. Et donc on termine effectivement sur cette bataille qui n'a pas lieu, qui est encore donc un rêve. Et en fait à la fin tout va bien quoi. Ils ont Mais en le droit fait, de ils s'en s'aimer et c'est super. Et Renesmée va grandir. Et finalement en fait, Renesmée part avec Jacob. Hein, Renesmée, il s'avère que c'est une sang mêlée,
hybride comme un mec qui sont allés chercher au fin fond du Brésil. Ah oui, c'est vrai. Et qui a l'air en parfaite santé, qui dit mon père était un vampire, ma mère était une humaine, et c'est super. Et donc du coup, j'ai 150 ans, j'en parais 17, et en fait j'ai atteint la maturité sexuelle à 7 ans. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Intéressant. Là, les oreilles de Jacob. Là, il est en mode. C'est un peu long, mais bon. C'est no more. Ça me donne le temps de tout préparer. Donc et voilà. Et donc à la fin, à la fin, c'est rigolade sur la plage et bye bye Forks et c'est fini quoi. Et le générique, exactement comme tu avais fait ton intro. C'est-à-dire que là, il y a un générique qui dure, je pense, 3 minutes, avec en noir et blanc, avec les personnages qu'on est censé avoir connus depuis 5 films, mais qu'on redécouvre. C'était là, lui. Ah bon, bah d'accord. Il s'appelait comme ça, lui. Intéressant. L'enfer. Voilà, qui montre la nullité de cette saga. Non, mais c'est vrai, non? C'est vrai que c'était pénible, hein, putain. Ouais, on l'a fait. Mais on l'a fait, on est allé au bout. C'était lequel votre préféré? Moi, le 3, moi je réitère. Non, t'es un mytho. Non, le 3 est le dernier. Moi, j'ai bien aimé le dernier. Et le 1 aussi. En fait, j'ai bien aimé. En fait, j'ai... Plus de la moitié sont faire un matching tattoos. Bon, bah voilà, j'ai pas aimé le 2 et le 4 partie 1. Eh bah écoute, d'accord. Moi j'ai trouvé le temps très long dans tous et je crois que le 1 c'est mon préféré. C'est le moins pire. Après, je trouve que le 2 est chiant, mais c'est peut-être le moins avec le 1 le moins problématique aussi. Enfin, les problèmes s'installent, mais moins que dans le 3. Ouais, ça s'accélère à partir du 3. Ouais, le 1 aussi. Donc voilà, c'est une saga qui fait date, un monument du cinéma. Du cinéma d'horreur. Hein, du cinéma d'horreur. Ouais, écoutez-nous pour nos chroniques de films d'horreur surtout. Qu'on vous invite à redécouvrir à plus de 10 ans de la sortie du premier. Hein. Ouais. Anniversaire. J'avais dit que j'avais des exclus. Ah bah oui, j'en ai. Oui, c'est vrai. Figurez-vous que Twilight a été commandé là pour sortir en série. En animation. En série. Et qui est pressenti dans le rôle alors de... Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Catherine Hardwicke, quand on lui a demandé son casting rêvé, elle a dit Jacob Elordi pour jouer Edward. C'est le mec qui joue Nate dans Euphoria, notamment. Ouais, ok. Et qui va jouer Elvis là, dans le dernier Sofia Coppola. Ouais. Et Jenna Ortega, Mercredi Adams, pour jouer Bella. Donc, est-ce qu'elle sera entendue par les producteurs? Je ne sais pas. Ouais. On a hâte. Autre petit gossip, mais cette fois-ci beaucoup plus people, parce que pour les gens qui ne savent pas, Robert Pattinson et Kristen Stewart sont sortis ensemble au moment de Twilight. Moi, c'est pas vrai. C'était une rumeur ou pas. Non, ce qui a rendu encore plus fou les gens. Pendant 3 ans, je crois, ils sont sortis ensemble, jusqu'à ce que elle trompe Robert avec un réalisateur. Et donc voilà. Et entre temps, elle a fait son coming out. Et donc voilà, il y a toujours la question: est-ce qu'ils peuvent encore se voir en peinture? Catherine Hardwicke répond encore à cette question en disant que merci Catherine. Ils étaient ensemble tous les trois au donc Edward, Bella, la réalisatrice, à l'anniversaire de Robert Pattinson cette année. Oh, joyeux anniversaire, Robert. Pendant ce temps-là, Jacob n'est pas invité. Non, Jacob il a merdé. Et il n'a jamais fait de cinéma derrière. Enfin, ça a été compliqué pour lui. Ouais, on imagine bien que ça n'a pas dû être facile d'avoir 16 ans et autant de pecs. Ouais. Robert Pattinson, ça a marché un peu. Kristen Stewart. Kristen Stewart, ça a fond pour le coup. Ah oui, les deux, bien sûr. Les deux, bien sûr. Les deux, oui. Surtout, ils ont aidé. Pour eux. Et c'est ce qu'elle dit qui est assez touchant, je trouve, dans le podcast. Elle dit Twilight a quand même aidé à produire beaucoup de films indés grâce à la présence de ces deux acteurs, en fait, qui ont engrangé une énorme popularité. Nous, on veut bien les engager dans notre prochain cours, hein, si vous voulez venir. Ouais. Avec Alexander Skarsgård. Oui, oui, bien évidemment. Ou alors il jouera Jacob. Pas de t-shirt. Non, mais pas de slip non plus. Oh là là. Ah, c'est Noël, ça va. Bon. C'est Noël, hein, on peut se faire plaisir, quoi. Merde. Eh bien, c'en est fini de ce très long épisode. Ah ouais, putain, désolé pour ça. Mais ouais, bah oui, et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Avant de se quitter, quand même, un petit truc. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait dimanche dernier? Léo me fait les yeux au ciel. Il faut pas que je commence par lui. Lola, j'ai vu que tu avais préparé. Ouais, moi j'ai préparé. Je vais pas vous parler des potirons parce que c'est la saison. Mais alors, ça s'est pas passé le week-end, le dimanche.
Non, c'est pas du tout les melons, Léo. Encore moins. Putain, mais Léo, on est au mois de décembre. Bon, bref. Non, c'était pas exactement dimanche dernier, mais c'était dimanche d'avant. Il y avait le PIF Festival à Paris, donc le Paris International Fantastic Film Festival, qui était dans un très chouette cinéma parisien, le Max Linder. Et j'y suis passée quand même une journée. Enfin un après-midi et un début de soirée. J'ai vu moi des films, j'ai vu une session de courts-métrages très chouette. Donc c'est des films de genre et d'horreur. Hein, voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de courts qui ensuite atteignent le palmarès du festival, qui ensuite ont les financements pour être produits en long. Et donc c'est un peu, on voit un peu les bébés du cinéma de genre et d'horreur, voilà, qui naissent dans ces trucs-là, et c'est vraiment très intéressant. Et nous, on a vu un long dont j'ai plus le nom, je sais pas. Moon Garden. Moon Garden, qui était assez sympa. Après, il n'a pas été dans le palmarès 2023. Et par contre, ce qui est super bien dans le thème, c'est que le long du palmarès là, qui a eu 2 récompenses, qui a été réalisé par une femme, Ariane Louis XVI, qui est une Canadienne, a fait le film du coup Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, et à ce qui paraît c'est une merveille. Moi je ne l'ai pas vu. Mais c'est vachement dans le thème, et donc je pense que ça va sortir, enfin c'est sûr que ça va sortir en salle, et voilà, j'espère qu'on ira le voir et ensemble, et voilà, et ça avait l'air très très chouette, et sinon quand même sur 7 prix il y en a quand même 4 qui ont été attribués à des femmes, donc c'était assez chouette. Voilà. Et ouais, big up au PIF où il y a toujours une super programmation. Pour ma part, moi je vais vous recommander un truc que je fais toujours le dimanche parce que ça sort le dimanche. Je ne l'ai pas fait jusque maintenant, je le gardais pour un épisode spécial de Noël. Je vous recommande l'excellente émission qui paraît tous les dimanches de Canard PC, qui s'appelle Le Tribunal des Bureaux, qui est une émission qui a lieu sur Twitch, où on suit Agbou, un des journalistes. Canard PC qui sponsorise cette émission. Agbou, donc, qui est un des journalistes historiques de Canard PC, qui juge des bureaux qu'on lui envoie en photo. Voilà. Et il en profite pour faire des digressions toujours plus hilarantes les unes que les autres. Je vous recommande de regarder, c'est génial. Voilà. Je m'intéresse beaucoup à la bureaulogie depuis, bien que je ne sois pas passé à la pratique. Mais voilà, le tribunal des bureaux, tous les dimanches sur Twitch. Léo, t'as eu une idée, une illumination? J'ai pas eu une idée, je vais vous raconter mon dimanche. Famille recomposée un peu du niveau de mes sœurs. Du coup, le Noël, chaque année, a lieu soit un peu avant, soit un peu après Noël, souvent un peu avant. Et du coup, dimanche dernier, j'ai fêté Noël avec ma famille. Et comme tous les ans, on a un thème de Noël. En fait, on fait des Noëls à thème déguisé et la maison est décorée. Donc c'est super cool. Et cette année, le thème, c'était le Japon. Donc voilà, c'était trop chouette. Tout le monde était déguisé. T'es habillé comment, toi ? J'étais pas hyper déguisé, mais par contre mon père était habillé en Luffy, ma sœur en Bulma, par exemple. Et la petite anecdote rigolote, c'est que le Noël en fait 2022, donc il y a 2 ans je crois, c'était il y a oh merde. Nous sommes en 2023. Il y a 1 an. En fait, on a fait le thème Russie juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc ça veut dire que là, vous portez la poisse au Japon, quoi. Ouais, ça veut dire qu'on porte la poisse au Japon, exactement. Et ça veut dire qu'on a des photos, je pense qu'on est au RG maintenant, tu vois, on est PCS. On a des photos avec des mugs Poutine et tout, genre 2 mois avant. Donc, voilà. Et ça, tu trouves ça marrant? Voilà. Non, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. C'était mon anecdote de Noël. C'est un peu drôle. Mais vous avez mangé quoi? J'ai fait des gyoza Noël. Ouais, végétarien, ouais. Comme les vampires. Ma famille a mangé un peu moins de viande à Noël. C'est pas plus mal. Bah, ils ont mangé seulement des animaux et pas des humains, du coup. Végé. Dans les deux, comme chaque Noël. Ok, Camille, toi, t'as... Moi, mon dernier dimanche, c'était aussi Noël, mais avec les copains. J'ai fait un déjeuner de Noël avec les copains, fruits de mer et végé aussi pour les végés.
Et... Elle me regarde d'un œil. Des os. Non, mais parce qu'il y a des VG qui mangent des fruits de mer. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle, mais moi, c'est végétarien. Voilà, Non, mais c'est pas des VG. Mais bon, on en reparlera dans un autre épisode. Donc moi j'ai mangé des huîtres, du coup je suis contente. Ok. Il en fallait peu. Et en buvant du cidre et tout ça. Et ensuite j'ai enchaîné directement avec mon dîner de Noël avec mes colocs. Comme ça on ne s'arrête jamais. Ce qui fait que j'étais en pleine forme quoi. Voilà. Pleine d'iode. La pression artérielle au plafond. C'est ça. Et ben merci d'avoir écouté cet épisode qui est le plus long, je pense, de tous les épisodes. Merci à vous. On s'excuse et on espère que quand même. On a créé une surprise en s'attaquant à Twilight. Voilà. Personne ne s'y attendait, moi je suis sûre. Non. Et on reviendra avec des épisodes évidemment en lien avec le cinéma d'horreur et on essaie de vous préparer des trucs sympas pour l'année 2024. Merci beaucoup. Abonnez-vous, 5 étoiles, les plateformes de podcast, les réseaux sociaux. Voilà. Merci. Salut. Bisous. Ciao. Ciao. Ah, c'est comment L'horreur du dimanche. À chaque fois que lui a envie de vomir ou qu'elle se mordit, il faut boire. Le mec est un agresseur sexuel. Ah mon dieu. Allez. C'est là que le film bascule dans l'horreur. Arrêtez avec votre bouche là, putain, j'en peux plus. Et pourquoi il a des bracelets de festivalier? Quand on arrive en ville. Quelle horreur. Qu'est-ce qu'elle porte? Qu'est-ce qu'elle porte elle aussi? Alors qui est la mère, qui est le père, qui est le fils? Alors là c'est le choix. C'est un rêve érotique. C'est un wig. Ah oui, c'est la scène horrifique là. Mais moi désolé mais sur sa tête je peux pas. Mais alors, moi j'aimerais bien qu'on fasse un plan vers le plafond avec ses poutres de Saint-André et ses trucs de sex dungeon parce que je suis sûre qu'il est un peu tendu. Regarde comme il est sexy dans le soleil. C'est un tracker de Chanel. Ce trou de balle de Edouard. Camille, tu travailles dans la mode. Mais le vampire écureuil volant, c'est un film qui parle des violences policières. Là, c'est le vomi dans la bouche. Où est-ce qu'on peut aller vous voir en cabaret? C'est pas normal que Jean-Michel débarque dans ton lit alors que tu lui avais pas demandé d'être là. Et moi, je vois toujours pas sous Serre-Tête. Avant, je voyais pas, et là, je vois que le Serre-Tête. Oh mon dieu, c'est la bande-annonce. Un film labellisé l'horreur du dimanche. Pour moi, Twilight, j'ai toujours dit, c'est l'éléphant de détendre un petit peu. Et Léo, t'as un petit côté Jacob. Dans le cinéma, les culottes tombent. Ah, arrêtez avec vos lèvres, putain, j'en ai marre. ça fait mal aux yeux. Non mais c'est pas vrai. Oh là là. Oh là là. Non mais. Oh là. Oh là 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 là. Mais personne pue des vaches. Je vois que métaphoriquement, le petit fan qu'on a vu, c'est elle en fait. Et excusez-moi, mais est-ce qu'on peut faire un plan filmé droit en fait? Pourquoi il cuisine alors qu'il mange pas? Et elle garde ce putain de serre-tête. Là, on pourrait faire la même chose avec la caméra parallèle au sol, par exemple. Ah mais lui, son cardigan. Carré, c'est un gros violeur en fait. Catherine Hardwicke, c'est pas n'importe quoi. Ouais. C'est le caviar de la saga. La ceinture de chasteté, Dieu a parlé. Et elle a un serre-tête, mais vraiment, c'est pour combler son gros cerveau. Elle a besoin de coucher ça sur le papier. D'ailleurs, il porte les couleurs des Républicains. Enlever ce putain de bouton là, il est en train de craquer dans sa chemise. Procédure. C'est un mauvais dimanche en Moselle en fait. Elle est folle. Elle est fragile. Ça, c'est un film qui est clivant. Ah, donc c'est un film spéciste. Qu'est-ce qu'elle porte? Des gants au-dessus du manteau. Mais c'est le glow, c'est la naissance du glow. C'est une première elle qui tombe amoureuse d'un Terminator. Oh, il est relou. Chacun son dimanche.